Alors, bonsoir à tous les deux déjà. Bonsoir Christophe Siebert, bonsoir Nathalie Pénaud. Nathalie Pénaud qui travaille au Diable Vauvert et qu'on a reçu déjà à de nombreuses reprises. Et Christophe Siebert ce soir pour Valentina, son troisième opus de cette trilogie dont on va largement parler. Mais d'abord, un petit résumé de votre parcours, Christophe. Vous avez créé en 98 le collectif Construct avec des Mhm. plasticiens, des écrivains, des musiciens. Et ensuite, vous avez écrit dans différentes revues et puis vous avez été publié pour de nombreux textes à la Musardine notamment. Et enfin, vous êtes devenu un auteur phare du catalogue Au Diable Vauvert. Ça fait déjà quelques années que Marion et Nathalie me parlent de vous. Et vous avez obtenu le prix SAD en 2019 avec Kevin Lambert, ex aequo avec Kevin Lambert pour Métaphysique de la viande. Alors, avant de commencer cette rencontre, que ce soit Nathalie ou Christophe, j'aimerais que vous nous parliez de comment dire, de votre parcours en tant qu'écrivain, bien sûr, mais également en tant qu'auteur de La Maison au Diable Vauvert. Je sais que votre relation avec Marion Mazoric, l'éditrice et la fondatrice de cette maison, est aussi singulière que vous êtes un auteur véritablement très apprécié par son éditrice et par la maison, et que vous avez quelque chose aussi de singulier dans les voix que Au Diable Vauvert défend. J'aimerais que vous nous expliquiez aussi cette relation avec Au Diable Vauvert, avec la maison d'édition Au Diable Vauvert. Déjà, la relation que j'ai d'une part avec Marion, mais aussi avec toute l'équipe, avec Nathalie, avec Laetitia, avec Raphaël, qui est celui qui est plus en charge de l'édition de mes livres, c'est devenu très vite une relation d'amitié, enfin une relation qui a dépassé le cadre professionnel. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maisons dans lesquelles j'aurais pu éprouver cette chose-là. Et d'autre part, Le Diable, c'est une maison dans laquelle je voulais être publié depuis toujours. C'est-à-dire, quand mon premier manuscrit, enfin, tourné dans les années 2005-2006, il avait été refusé de justesse par Le Diable, justement, par Marion, et c'est la Musardine qui l'a édité. C'est pour ça que j'ai continué pendant un petit moment à écrire pour la Musardine. Mais je continuais à avoir le Diable en ligne de mire, et la rencontre s'est faite un peu plus de 10 ans après, de façon assez marrante. C'est que j'avais écrit un énorme thriller complotiste, parano, cyberpunk qui s'appelait Descente, qu'à peu près tous les éditeurs avaient refusé parce qu'il n'était pas très bon, que Marion avait refusé aussi, mais elle l'avait refusé en disant, bon, Cyber, ça suffit, maintenant il faut quand même le publier. Donc on s'est rencontrés sur ce manuscrit refusé, et en discutant, on a décidé de faire Métaphysique de la viande, qui était une réédition de deux livres que j'avais fait paraître chez d'autres éditeurs quelques années auparavant. Donc je suis rentré au diable avec un manuscrit refusé, j'ai bien aimé cette entrée en matière. Nathalie, est-ce que tu veux donner ta version aussi? Alors moi, quand je suis arrivée au Diable, en fait, on est arrivés en même temps, Christophe Quasiment, au ouais. Diable, en 2019, Ouais. tous les deux. Et donc, bien sûr, je lis un certain nombre d'ouvrages du Diable en amont, je connaissais déjà, etc. Et puis, donc, il y a ce monsieur Christophe Siebert qui arrive dans la maison avec un ouvrage assez fort, me dit-on. Donc, moi, je mets le nez dedans, je le lis. Et donc, c'est Métaphysique de la viande, hein, à l'époque. On est dans la tête quand même d'un serial killer. Euh, et en fait, je tombe un peu des nues. Je tombe un peu des nues parce que en tant qu'ancienne libraire, j'ai quand même lu pas mal d'ouvrages avec de nouvelles langues, une façon d'aborder les choses. Et là, je trouve ça très, très, très fort. Et en plus, dans le cycle Merdvegorod, donc avec Images de la fin du monde, quand il a démarré ce cycle-là, j'étais encore plus enthousiaste parce que je trouve il a une façon de dire les choses où on nous embarque bien au fond, alors bien au fond. Et pourtant, il y a quelque chose de très lumineux dans son écriture. Je trouve il a une vraie plume, une vraie voix. Il est dans un univers pourri jusqu'à l'os, poisseux, dur, violent, sombre. Et pourtant, il y a une facilité de lecture et il nous prend, il nous entraîne. Et c'est vrai que moi, il m'a beaucoup fait penser
à la plume de Volodine, mais version Lutz Batsman. Très noir, ouais, très dark. Et enfin, je ne sais pas si vous connaissez sur le post-exotisme plutôt. Et moi, je trouve qu'il est de cette veine-là, c'est-à-dire qu'on va très loin, très fort, et pourtant, même si on est bousculé, on a une résonance avec ce monde, une forte résonance avec ce monde. On a une espèce de déflagration, de séisme. On commence à le lire et puis une espèce de séisme qui vous prend et qui vous amène bien plus loin que la noirceur, que la drogue, que les bas-fonds, quoi. Il vous saisit dans l'intérieur. Voilà, en fait, c'est ça. Et alors d'ailleurs, je parle de sensation Siebert. C'est toi qui as Ça le trouvé fait ça. rire, mais je parle de sensation Siebert. Je Ouais. me demandais qui avait trouvé ça. J'aimerais qu'on parle de cette trilogie justement parce que j'imagine qu'elle ne sort pas de nulle part. Nathalie a raison, il y a forcément une résonance avec notre monde actuel. Mais la période, vous avez publié Images de la fin du monde en 2020, Féminicide en 2021, et aujourd'hui donc Valentina, c'est le troisième opus qui peut se lire séparément. Puisque ça se situe dans différentes époques, on en parlera juste après. Mais cette trilogie, comment elle naît? Est-ce qu'il y avait une urgence pour vous à écrire sur un tel sujet, sur quelque chose qui n'existe pas, évidemment, mais surtout qui a une résonance avec notre monde actuel? Alors pour moi, il y avait plusieurs choses qui se sont télescopées au moment où j'ai fabriqué Merdvek Gorod. Bon, qui sera pas une trilogie d'ailleurs, hein, qui sera un ensemble de beaucoup de livres. Pour l'instant, j'en ai 20 dans la tête, mais ça peut évoluer. Tous donc seront indépendants les uns des autres, bien entendu. Mais donc je poursuivais deux idées. La première, c'était de fabriquer un décor qui soit assez vaste, assez riche et assez fertile pour que je puisse y placer toutes les histoires que j'ai envie d'écrire et explorer tous les thèmes que j'ai envie d'explorer, sans avoir à chaque fois à chercher un nouveau contexte et à bâtir un nouveau contexte. Parce qu'en tant que lecteur, j'aime beaucoup tomber sur des auteurs dont toutes les histoires se répondent. Bah, chez Stephen King, par exemple, j'aime beaucoup le fait que tel personnage principal d'un bouquin va être une silhouette dans un bouquin 10 ans après. Ça, c'est un procédé qui me séduit beaucoup en tant qu'auteur, en tant que lecteur, pardon. Et donc, j'ai voulu le reproduire dans mes textes actuels et futurs. Et d'autre part, oui, j'avais envie de fabriquer un décor qui soit à la fois, enfin, qui propose à la fois un pas de côté dans une forme d'imaginaire, d'exotisme, de décalage dans la réalité brute, mais qui soit quand même effectivement très, très rattaché au monde réel. Quand j'ai fabriqué cette ville de Merdvek-Gorod et ce pays, j'avais plus en tête des auteurs comme Elroy ou Bukowski ou Jean-Claude Izzo, qui racontent l'histoire de villes réelles, que d'auteurs de villes imaginaires. J'étais plus à Marseille que dans Los Angeles de Blade Runner, quoi. Et pour moi, enfin, une de mes grosses ambitions dans cette série-là de bouquins, c'est que le lecteur puisse croire à Mère Jack Gorod, puisse vraiment jouer le jeu au point de se dire que la ville existe vraiment. C'est un de mes enjeux formels. Est-ce que je peux compléter en lisant quelque chose? Oui, bien sûr, Nathalie. Je voulais aussi déclarer la guerre aux bonnes intentions, aux bons sentiments et aux livres qui sont là pour distraire. Parce que je pense que la littérature doit être animée de mauvaises intentions, de mauvais sentiments, et qu'elle n'est pas là pour vider la tête, mais au contraire pour la prendre. C'est ce que dit Christophe lors d'une interview, et je trouve ça très très juste quand on le Ouais, lit. ouais, pour moi, c'est la fonction de la littérature, ça c'est vrai. C'est le livre que je cherche en tant que lecteur et c'est ce que j'essaye de fabriquer en tant qu'écrivain. Oui, ça c'est sûr. Mais cet engagement, cette intention que vous vouliez, est-ce qu'elle avait des ressorts politiques, anarchistes? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ce que vous avez comme intention? Est-ce que vous voulez aussi euh, être un auteur, entre guillemets, engagé? C'est pas forcément un mot que j'aime, mais j'ai pas forcément d'autres mots derrière. Mais est-ce que vous voulez aussi démontrer euh, que notre monde est véritablement pourri de l'intérieur, pourri de l'extérieur, et qu'il y a peut-être une once d'espoir, parce que votre roman, il est noir, certes, mais il y a quand même une once d'espoir. Ouais, ce qui m'a d'abord poussé à écrire bah, le cycle de Mervek Gorod, mais aussi certains bouquins avant,
c'est le constat que la littérature, surtout la littérature générale, ne traite pas du tout de cette partie-là de la population ou de l'expérience humaine dont je parle dans mes bouquins et surtout enfin, que je vois dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les gens qui vont mal pour résumer. J'ai pas l'impression que chez Gallimard ou chez Flammarion ou au Seuil, on trouve beaucoup de bouquins qui parlent de clodo, qui parlent de gens qui sortent ou qui vont en HP, qui parlent de prostituées, qui parlent de gens qui bossent à l'usine et qui ne joignent pas les deux bouts, qui n'ont pas même payé leur loyer, enfin voilà, de tous les gens qui vont mal d'une façon générale, qu'ils soient victimes ou auteurs de ce qui leur arrive. Et donc, voilà, mon parcours d'être humain lambda dans le monde m'a conduit à être plus intéressé par ces gens-là que par les gens des beaux quartiers qui ont des problèmes d'adultère. Et de même en tant que lecteur et en tant qu'auteur, voilà, c'est cette partie-là de la réalité que j'ai envie de montrer. Et je pense le changement qui s'est produit quand j'ai commencé à écrire tous les textes autour de Merdvec-Gorod, c'est que d'abord ma vie à moi s'est améliorée sur le plan économique, sur le plan social, enfin sur pas mal de plans. Et j'avais l'impression que plus je parlais des gens qui allaient mal, plus moi j'allais bien dans mon existence. Et il y avait une sorte de dichotomie qui se créait. Et je crois que j'ai commencé à la résoudre, notamment dans Valentina, en réorientant un petit peu l'axe du regard. Et ce que vous disiez, c'est assez juste, c'est-à-dire que le monde est pourri, on vit effectivement en enfer, mais il y a quand même des copains, il y a quand même des amoureux et des amoureuses, il y a quand même des moyens de prendre du bon temps, disons, à échelle individuelle ou sur des petits territoires collectifs, quoi. C'est un peu enfin, en tout cas, c'est ce que je pense en tant qu'individu, donc j'imagine que ça transparaît un peu dans mes bouquins. Justement, sur cette partie de la population-là, on sent qu'il y a, pas forcément du vécu, mais on sent que vous maîtrisez le domaine, vous maîtrisez les choses. Est-ce que vous êtes allé voir cette population-là? Alors, évidemment, ça se situe à des différentes périodes. Pour les deux premiers opus, on était dans le futur, en 2025 et 2028. Donc, on parlera aussi de cette volonté de retourner en l'an 2000, qui n'était peut-être pas forcément évidente dans ce genre de chronique. Mais est-ce que vous êtes allé voir aussi cette population underground, cette population qu'on ne voit pas en effet en littérature? Comment vous avez travaillé le sujet? Est-ce que vous avez eu des témoignages? Est-ce qu'au contraire, le net a suffi pour voir l'étendue de la noirceur du monde? Ouais, pour aller assez rapidement, j'ai un parcours qui est pas extrêmement éloigné des gens dont je parle, enfin sans caricaturer. Mais j'ai très vite été convaincu, par exemple, en gros, dès que j'étais à la fin du lycée, quoique le salariat, c'était pas un truc dans lequel je voulais m'engager. Donc j'ai rapidement été plutôt happé par le circuit clodo, foyer pour jeunes adultes, RSA, etc. Donc ma vie courante me faisait plutôt côtoyer des tox, des dingues et des gens très pauvres, encore une fois que des cadres moyens. C'est sûrement aussi pour ça d'ailleurs que j'ai de l'affection et de l'empathie pour comment dire pour cette partie-là de la population, puisque en fait c'est de là que je viens. Donc non, j'ai pas eu besoin en fait d'interroger des gens, puisque en gros j'ai interrogé mes souvenirs, je me suis rappelé de mes copains et toute la petite bande dans Valentina, qui est évidemment un petit peu exagérée parce que c'est un roman. Elle est très très proche de mes potes de quand j'avais 20 ans ou de moi quand j'en avais 20 ou 22 aussi. Alors justement, ces adolescents qui refusent l'autorité, qui sont, alors on peut les appeler des révolutionnaires, mais en réalité, tous les enfants sont des révolutionnaires. Ouais. Oui, Euh, et puis ils n'ont aucune conscience politique surtout. oui. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez ou quelque chose que vous redoutiez? Est-ce que cet état de fait, cet état d'adolescents qui prennent le pouvoir en réalité, qui sont dans l'action constante, est-ce que ces adolescents-là, c'est quelque chose comment dire, que vous avez déjà imaginé? Oui, puisque vous l'avez vécu, j'ai bien compris, mais est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez? Est-ce que potentiellement vous craignez ou au contraire, vous espérez qu'un jour, des adolescents puissent prendre entre guillemets le pouvoir? Ah, il y a, dans le journal de Jean-Patrick Manchette, qui est un auteur de romans noirs des années 70-80, justement, il réfléchit à ce genre de choses en tant qu'auteur de romans noirs.
Et dans son journal, il conclut que sur le plan intellectuel, il aspire à la révolution et à la prise de pouvoir des adolescents ou des laissés pour compte, quels qu'ils soient, mais qu'il a parfaitement conscience qu'en tant qu'auteur de la littérature, légère starlet des lettres, comme il dit, il sera le premier à se faire couper la tête si ces gens prennent le pouvoir. Et je crois que c'est une pensée dont je me sens assez proche. Ouais. Très bien. Alors justement, sur cette époque, vous retournez en an 2000. Sur les deux précédents, on était dans le futur, en 2025 et 2028. Pourquoi ce choix-là? Comment va se dérouler en fait l'univers cyber? Parce que ce sont des chroniques en réalité. Donc chaque livre est considéré comme des chroniques. Mais euh, est-ce que vous avez déjà un ordre d'idée? Vous avez dit que vous en avez 20 en tête. Ça paraît beaucoup, mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Mais comment va se situer la chronologie des choses? Est-ce que vous allez piocher dans chaque époque qui vous happe? Oui, oui, en fait, l'idée, davantage que Balzac, à quoi ça peut se comparer pour s'en garder, c'est plus Simon, mon modèle, qui a vraiment exploré énormément de moments de la société, énormément de types sociaux, énormément d'actions. Et dans mon esprit, l'ensemble du cycle de Merdvec-Gorod se subdivise en deux cycles principaux. Ce qui s'appelle les chroniques de Merdvec-Gorod, qui a été entamé par Image de la fin du monde et Féminicide, et qui va se poursuivre avec Les Cris de prison, qui sort normalement dans 2 ans, et avec d'autres textes. Et un autre cycle qui a été initié par Valentina, qui est filtré un demi-siècle de merde, pour la bonne raison que je vais raconter d'une façon parallèle l'histoire de la ville de 2000 à 2050, en prenant dans chaque volume cette même bande de personnages, mais tous les 10 ans. Donc on va retrouver Clara et ses potes dans un prochain volume en 2010. Ils auront 25 ans, puis en 2020, ils en auront 35, et on verra comment eux vivent cette ville et les bouleversements historiques et économiques et sociaux qui l'animent. Bouleversements historiques et sociaux et économiques que je raconte d'une façon plus large et parfois plus abstraite ou postmoderne, si on veut, dans l'autre cycle. D'accord, ok. Euh, Justement, le sous-titre Un demi-siècle de merde. Alors, j'ai noté dans la marge, évidemment, dès le début, ça commence déjà très fort. Un demi-siècle de merde, ça nous donne l'ambiance aussi. C'est un titre qui était, il me semble, un fanzine à l'époque. Comment vous Ouais. avez construit tout cela? Comment ce titre vous est venu? Est-ce que véritablement, ce demi-siècle de 2000 à 2050, est-ce que pour vous, il est véritablement de merde? Alors, à la base, le fanzine Un demi-siècle de merde, je l'avais appelé comme ça parce qu'il regroupait une série d'auteurs, on était 5 ou 6, qui avions entre 40 et 50 ans, et qui, au moment de l'apparition du fanzine, étaient vraiment dans une situation d'échec par rapport à notre carrière d'auteur. Donc voilà, c'était un peu une espèce de fanzine de récrimination et d'aigreur rigolote pour qu'on se débarrasse un peu de Bon, le fanzine a pas été tellement lu, mais j'aimais vachement ce titre, du coup je l'ai récupéré en sous-titre des aventures de Clara et sa bande. Et ouais, ça me semble bien s'appliquer, en tout cas là on est en 2023, et bon pour l'instant c'est pas un quart de siècle de folie, donc si ça se poursuit comme ça, le mi-siècle de merde, c'est pas complètement hors sujet comme ce titre. C'est vrai. Marion est là, je crois, Marion Mazouri qui est là. Mhm. Oui, oui. Marion, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que moi Ouais, aussi? c'est bon, c'est parfait. Est-ce que je sais que tu as un attachement particulier à Christophe, j'aimerais que tu nous parles aussi de lui, de ta découverte non seulement de l'homme, mais aussi du manuscrit, du premier manuscrit, et ensuite des suivants, puisque je sais que tu as une politique d'auteur euh, impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu suis tes auteurs. J'aimerais que tu nous parles de lui parce que ça fait déjà quelques rencontres dont on parle de Christophe et c'est la première fois qu'on le reçoit ce soir. Et je sais à quel point tu apprécies son travail. Tout à fait. Bah, ça me fait très plaisir que vous le receviez parce que, effectivement, moi, je pense que Christophe, c'est un écrivain dont on va parler longtemps et qui est très important à la fois par les choix esthétiques et politiques et littéraires que son œuvre sous-tend, par laquelle elle se construit, et dans une forme de pureté, hein, vraiment, depuis toujours. Et je pense que c'est un écrivain qui remet des pendules à l'heure en littérature, comment dire, et
que peut-être, bon, aujourd'hui, c'est encore un écrivain qui vient de l'avant-garde, on va dire, même si c'est un terme, enfin, je trouve ses livres très accessibles. Et donc, il a, mais il sera forcément découvert. Enfin, je pense que l'œuvre, elle est à venir et devant lui. Et d'ailleurs, comme c'est un gros travailleur en plus, je dis ça sans le regarder parce qu'il va rougir, mais en fait, ça c'est vrai, c'est un énorme bosseur, même s'il n'a pas l'air. Euh, Moi, je pense que c'est quelqu'un qui compte et qui compte pour l'instant pour tous les écrivains et tous les gens qui le lisent, mais qui comptera fort dans la littérature. Et je crois qu'en plus, il a la lucidité de savoir ce qu'il fait. Alors, c'est vrai qu'il est aussi éditeur. Vous avez, enfin, je pense que vous avez un peu parlé au début de toutes ces casquettes. C'est un activiste de la littérature. Et alors, je l'ai découvert en fait, je crois que c'était en 2002, quand il a lancé Construct. Construct, qui est une lettre, qui était une newsletter de travail littéraire en cours, en construction. Mais bon, moi j'allais, bon évidemment on est débordé les éditeurs, donc je suivais Construct. En fait, j'étais persuadée que c'était son nom de poète, Construct. Je n'avais pas vraiment réalisé que derrière il y avait un Christophe Siebert. Par contre, je lisais fidèlement ses textes, qui étaient énormes, hein. À chaque fois, il y avait. Et je me disais, mais alors évidemment, au bout de plusieurs années, je suivais ses textes, et je me disais comment faire un livre de ce flot. Mais il y avait une voix incontestable. Et puis ensuite, il y a un jeune éditeur qui nous a rejoint, qui est moins jeune maintenant, parce que ça fait plus de 10 ans, qui s'appelle Raphaël Boudin, mais qui publie sous le nom de Raphaël Emery, et qui était très fan et très compétent dans toute la partie du catalogue la plus sombre et weird, on va dire, c'est-à-dire bizarre et gothique, fantastique, noir. Et lui, donc jeune, arrive très jeune, et il avait une grande admiration pour Christophe qu'il avait lu dans en fait, des petits romans qu'il publiait chez des éditeurs alternatifs, voire de micros-éditeurs, et que moi, je n'avais pas lu, parce que j'avais Construct, et puis ensuite, alors on avait reçu et un jour, en fait, c'est la rencontre, la vraie rencontre. Donc je me disais, mais cette voix, j'en fais rien, et en même temps, je ne voyais pas comment le faire. Et puis, mais ça se rapprochait quand même avec Raphaël, donc on parlait souvent de Christophe. Et j'adorais vraiment sa poésie, à la fois matérielle, assez romantique, en fait, dans un vrai flot. Et donc, c'est d'abord sa poésie que je lisais. Et puis, les romans sont. Bah, Raphaël, évidemment, était plein d'enthousiasme. Et puis, il avait un autre supporter qui était très lucide aussi en littérature et qui est un lecteur que j'estime beaucoup, c'est Emmanuel Pierrat, qui préside le jury du prix Sade et qui est un homme assez polémique, mais par ailleurs d'une intelligence extraordinaire et qui s'est toujours intéressé en littérature aux œuvres scandaleuses ou subversives, qui déplacent des choses. Donc on avait ce même intérêt. Et un jour, Emmanuel m'a envoyé un énorme manuscrit qui devait faire, je ne sais pas combien, plus d'1 million et quelques milliers de Effectivement, signes, oui. en me disant, Marion, ça suffit. Tu sais très bien que Siebert, c'est Au diable Vauvert qui doit être publié. Sinon, d'abord, personne ne va le publier. Ensuite, tu as fait cette maison pour publier des voix comme ça. Donc, il faut que tu le publies. Voilà son dernier manuscrit. Et là, j'essaye de lire cet énorme pavé et je me perds complètement dans le texte. Alors, à chaque page, c'est la voix de Siebert, mais en même temps, comme roman, mais je me dis, mais qu'est-ce qui est. Et là, on discute avec Raphaël qui me dit, mais en fait, il a plein de livres épuisés, qui sont des petits livres, qui sont absolument magnifiques et qu'il faudrait rééditer. Et je dis, ben évidemment, voilà, on va commencer par là. Donc, on contacte Christophe. Je contacte Christophe en lui disant que en fait, je refuse son manuscrit qui n'est pas publiable, mais que je veux bien le publier avec d'autres textes que donc Raphaël va exhumer. Et c'est comme ça qu'on sort Métaphysique de la viande, qui va obtenir tout de suite le prix Sade, et que Christophe peut dire qu'il a été accepté au diable en étant refusé pour un manuscrit. Mais moi, avant qu'il parle lui, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que le refus de ce gros texte qui était énorme, qui était un gros œuvre, qui était énormément de travail, et qui, je pense, contenait tout ce qu'il avait voulu mettre pour faire un roman qui pèse pour un éditeur important pour lui, contenait en fait, c'est la déconstruction de ça qui a permis Merdvek-Gorod, qui est aussi un projet énorme, et qui est le projet du livre, mais qui en même temps se construit à travers des espaces narratifs
qui sont complètement proches de ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire des romans très tranchants, très gripping, qui ne s'égarent jamais. Puis après, sur les leçons, depuis qu'il est là, Christophe, il compte beaucoup au diable. D'abord, il est au comité de lecture. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure sur ses choix littéraires, moi, je le cite tout le temps, par exemple. C'est vrai que il a écrit un très très beau texte sur le refus du style et sur la mort du style, sur le fait de dézinguer le style. Et ça, bah voilà, je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire que vraiment, on est un éditeur qui ne cherche pas à faire de la littérature de décoration, d'ornementation. Euh, et en ce moment, c'est un petit peu le ton général, une littérature super écrite, absolument parfaite, des gens qui maîtrisent la langue, des subtilités, des choses comme ça, puis des histoires finalement qui me semblent assez futiles par rapport à ce qui se joue dans le monde. Alors bah, Christophe lui met les deux pieds dans le plat de tout, et il a une langue nue, et, tranchante et poétique en même temps, bah, parce que ça se fonde d'abord sur un savoir-faire de poète que je trouve juste sublime et qui fait un peu art littéraire, hein. Du coup, il a acquis une place. Bon, je dis ça devant lui mais je fais comme s'il n'était pas là pour vous parler à vous, mais c'est vrai qu'il a acquis une place qui est assez centrale dans le catalogue. D'abord, il déclenche l'admiration de tous ses pairs, comme on dit. C'est-à-dire que. Bon, mais ça, c'est vrai que c'est aussi assez réciproque. Enfin, Christophe, c'est quelqu'un qui lit les autres. En plus, il est éditeur et qui aime ça et qui est en plus enthousiaste sur les autres, donc il vous parlera des autres. Mais moi, je peux dire l'effet qu'il fait dans un catalogue comme Le Diable, qui est un peu une famille, où il y a vraiment des connexions entre les écrivains, c'est c'est ce qu'a fait Ayardal en son temps, c'est-à-dire mettre un peu les pendules à l'heure, jamais perdre le. Et surtout, bah, déclencher l'admiration de tout le monde, et pour la grandeur de l'univers, sa cohérence, la dose de boulot qu'il y a derrière, sa construction fictionnelle, mais le travail de langue qui est magnifique. Voilà. J'ai été un peu longue, hein, excusez-moi. Christophe, est-ce que vous voulez rebondir? Non, non, mais je trouve ça drôle qu'on soit tombé d'accord effectivement sur l'anecdote du manuscrit refusé qui me sert de porte d'entrée. Et c'est vrai que ce manuscrit, j'y avais ouais, bossé, je pense, 4 ans dessus, c'était un machin énorme. Euh, Effectivement, raté sur plein de plans, et qui, ouais, comme Marion l'a dit, qui contenait Merdvegorod. En fait, c'est-à-dire que le refus de ce machin a produit l'éclatement de Merdvegorod. Parce qu'après, en gros, après, j'ai passé 2 ans à fabriquer cette ville, ce décor, et à pas écrire de fiction avant d'avoir vraiment établi les bases de cet univers, quoi. Alors justement, la construction de cette ville, de cette rime, alors j'imagine que le nom République indépendante de Mervégorod rime, j'imagine que vous l'avez choisi en fonction de la poésie, j'imagine peut-être, ou pas du tout. Il y a Non, pas non, de non, travers, pas du tout. non, ça pouvait pas s'appeler autrement, en fait. C'est forcément des républiques indépendantes, donc là, j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors justement, sur cette République qui traite des déchets biologiques et nucléaires notamment, j'aimerais que vous nous parliez de cette République. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Comment vous avez voulu la construire? Quels sont les ressorts que vous avez pu lui mettre derrière, puisque c'est le décor de cette trilogie-là, et c'est un personnage évidemment central et capital dans tout ce que vous écrivez. Ce qui m'importait vraiment, vraiment, vraiment avant tout, c'est que ce soit un décor auquel on puisse croire à tout moment. Donc la première étape, ça a été pour moi, déjà pour moi d'y croire complètement. J'ai dessiné le plan, j'ai pris des tas de notes pour raconter l'histoire de cette ville depuis sa fondation, enfin sa première fondation dans l'Antiquité, puis son histoire à partir du Xe siècle, etc., etc. J'ai des tas d'informations là-dessus. Et quand j'ai commencé à y croire suffisamment pour avoir l'impression de m'y balader, comme je m'y baladerais dans la ville où j'habite réellement, j'ai pu commencer à y installer des fictions, et en ayant toujours à cœur que les choses se répondent entre elles. C'est-à-dire que tel truc qui se passe dans tel quartier, je ne sais pas, en 2020 par exemple, va avoir une espèce d'écho ou de correspondance avec tel autre truc qui n'a rien à voir, qui se passe ailleurs, 10 ans avant ou 10 ans après, pour à chaque fois donner à la fois cette impression d'un grouillement d'histoire et d'exist- d'existence et de thématique, mais aussi l'idée que ce que je raconte n'est que la partie visible et émergée d'un champ beaucoup plus vaste qui existe. Si je réussis mon coup sur un texte, le lecteur doit se dire qu'en fait, il lit une histoire,
mais il y a 100 histoires derrière qu'il lira pas, quoi. Un peu comme on se balade dans la rue, on voit des gens et chaque personne, pardon, a son histoire, trimballe son passé, trimballe ses désirs, ses problèmes. Et je voulais vraiment donner cette impression-là de vie un peu totale, un peu globale. Et sur le territoire, sur ce territoire, sur cette époque post-soviétique, qui est apocalyptique, on peut le dire ainsi, Mm. qui traduit justement cette différence entre ce fossé même qui était prévu entre la libéralisation et la réalité du peuple qui souffre. Sur cette période-là, sur ce territoire-là, qu'est-ce que vous vouliez démontrer? Parce que c'est loin d'être évident d'écrire sur le post-soviétisme, c'est plutôt rare d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette appétence pour tout simplement la fin du soviétisme dans Alors votre... de façon bizarre, ça, c'est des questions qui se sont posées un peu plus tard, en fait. C'est-à-dire que la première question que je me suis posée, c'était où placer cette ville? Parce que j'avais cette envie de raconter l'histoire d'une mégapole grosse de 7 ou 8 millions d'habitants, avec une histoire qui s'étend sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et donc, j'ai commencé à chercher dans quel endroit du monde elle serait possible, elle serait crédible. Donc, évidemment, pas en Amérique du Nord, pas en Europe, parce qu'une telle ville serait forcément déséquilibrée par rapport au Montréal. Enfin, on ne pourrait pas la placer, je vois pas. Merdvec-Gorod, je sais pas, entre Lyon et Barcelone, ça me paraît chelou. J'ai évacué l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est parce que je connaissais vraiment pas assez ces endroits et leurs histoires pour me sentir crédible et légitime d'y placer le décor de 20 ans de fiction à venir. Donc, en fait, par élimination successive, c'est posé ce territoire-là du sud-ouest du sud-ouest de la Russie, qui, qui m'a évidemment très vite intéressé d'abord parce que c'était assez proche de l'Europe et de l'Europe de l'Est, et que je pouvais en plus, oui, y parler de la chute de l'URSS et de la manière dont le capitalisme s'est imposé dans ces territoires. Et chemin faisant et me documentant de plus en plus, j'ai vite compris que la façon dont l'URSS s'est cassé la gueule et dont le capitalisme et la crapulerie internationale s'est emparé de ces territoires était en fait déjà une métaphore du reste du monde. C'est-à-dire que ce qui se passe en Russie, c'est une métaphore du reste du monde. Donc j'ai fait une espèce de métaphore. Et si je réussissais mon coup à faire cette ville-là extrêmement crédible et hyper réaliste, je savais que je pouvais pousser absolument tous les curseurs et donner donc une espèce de, pas de commentaire parce que j'aime pas tellement le mot commentaire ni critique, mais un regard sur le monde qui permettrait voilà, de le voir dans les détails et dans les zones qui comptent à mes yeux, quoi. Alors, vous avez écrit véritablement cette trilogie avant la guerre Mm. Ukraine-Russie, mais force est de constater que ça pourrait s'inscrire aussi dans cette trame-là. Est-ce que vous avez senti les choses? Est-ce que vous avez senti à un moment donné que Mervegorod aurait pu tout simplement dériver vers ce genre de conflit? Il se trouve que dans le canevas des histoires que je dois et que je vais raconter, Merdvek-Gorod subit à un moment donné de son histoire, dans les années 2030, grosso modo, une sorte d'invasion que je raconterai effectivement dans les futurs volumes. Mais par contre, je me suis très vite interdit en fait d'utiliser la situation réelle de la Russie qui envahit l'Ukraine comme un matériau pour mes fictions. Je trouverais ça éthiquement assez dégueulasse en fait de faire de la fiction et du divertissement et de la littérature de SF ou du polar, alors que voilà, enfin, pour moi c'est pas un matériau quoi. Et je pense pas que la fonction de la littérature d'ailleurs soit de commenter l'actualité. Je pense que les premiers bouquins intéressants sur ce qui se passe actuellement en Ukraine vont débarquer dans 10 ou 15 ans quand les auteurs auront digéré ça et pourront en parler sérieusement. Justement, sur ce rôle de la littérature, vous avez l'air d'avoir un discours extrêmement engagé, extrêmement puissant sur la littérature actuelle. Euh, pour vous, est-ce qu'il y a des auteurs qui véritablement ont des auteurs, est-ce que si vous deviez en citer un ou deux, quel univers lisez-vous en réalité, puisque vous traduisez dans votre trilogie un univers underground, punk, peut-être rebelle, je ne sais pas, anarchiste potentiellement, difficile de vous caser, et tant mieux, puisque c'est très bien quand il n'y a pas de case. Mais comment vous vous définissez en tant qu'écrivain et surtout par quelles influences êtes-vous
Alors, quelles influences avez-vous, tout Hmm. simplement? Ah, ça fait plein de questions à la fois, ça. Alors, mais bon, parlons d'abord vite fait des influences. Elles sont évidemment extrêmement nombreuses. C'est-à-dire que enfin, évidemment, j'ai passé ma vie et je continue à passer ma vie à lire et je suppose que tout ce que je lis, que ce soit des bons ou des mauvais bouquins, m'influence. Mais en tous les cas, ceux qui m'ont le plus nourri de façon, disons, à peu près consciente, viennent en partie du roman noir. J'étais un très très assidu lecteur de Jim Thompson, de David Goodis, de Manchette ou de Jonquet pour rester chez les Français plus contemporains. Et d'autre part, d'une littérature, comment dire, réaliste énervée, qui va de Bukowski à Despentes, en passant par des tas d'autres. Une très très grosse influence plus récente, parce que ça fait, disons, que 10 ou 15 ans que je le lis, que je ne l'ai pas découvert adolescent, c'est Simon, dans sa façon d'utiliser une langue extrêmement simple pour dire énormément de choses, mais aussi dans son parcours, parce que l'idée de se jeter dans un livre et d'écrire un chef-d'œuvre en 3 semaines, c'est quand même quelque chose qui me taraude beaucoup. L'idée d'avoir un parcours littéraire qui conduit à écrire 300 bouquins, c'est un truc aussi qui me taraude beaucoup, même si j'en suis incapable. Donc voilà pour les influences principales. Par contre, en tant que lecteur, je pense que j'ai des goûts beaucoup plus larges que ce que j'écris. D'une façon générale, j'aime les auteurs comment dire ça, qui sont pas tièdes, qui vont au fond des émotions qui sont les leurs. Ça veut dire, pour rester au diable, par exemple, que j'aime autant dans la veine plus hardcore Irving Welsh ou Christophe Carpentier que Fabrice Capizzano ou Nicolas Ray. C'est-à-dire que c'est des émotions évidemment radicalement différentes dans un cas comme dans l'autre, mais leur point commun à tous, c'est d'aller au bout des choses. Les histoires autofictives et sentimentales parfois de Nicolas Ray, elles m'émeuvent beaucoup parce que justement, c'est des émotions qui vont au bout d'elles-mêmes. Vous prêchez un convaincu pour Nicolas Ray ou Fabrice Capizzano. C'est évident. Justement, sur ces influences-là, le roman noir, vous mixez dans vos romans, et dans celui-ci particulièrement, beaucoup de choses, beaucoup de genres. Mm. Difficile de vous mettre dans un genre particulier, et bon courage aux libraires pour le mettre sur table. Sincèrement, je ne sais pas dans quelle partie ils peuvent vous mettre, parce que ça peut être en effet du roman noir. Ça peut être dans un cadre aussi, on parlera de la pornographie aussi, du Mhm. côté, je ne sais pas si on peut appeler ça pornographie. Euh, J'aimerais bien que vous nous disiez aussi, parce qu'il y a une grande part de sexe dans votre ouvrage, comment vous caractérisez cela? Est-ce que c'est une nécessité? Je sais que vous avez écrit beaucoup à la Musardine aussi. Je ne vous ai pas lu à la Musardine, mais expliquez-nous aussi ces liens avec le sexe. Évidemment, vous ne mettez aucun gant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une écriture sèche. Il n'y a pas de tabou. Mais j'aimerais avoir votre avis sur le sexe en littérature. Est-ce que pour vous, le fait de le mettre de manière aussi crue, aussi peut-être quotidienne, c'est aussi en réaction à une littérature contemporaine qui est tiède en effet, comme vous le disiez, qui est peut-être un petit peu trop tiède avec le sujet. Non, je crois pas que j'écrive en réaction. Enfin, après, voilà, je peux tenir des propos en réaction à cette littérature parce que je la connais. Mais dans le moment où j'écris, je me pose pas vraiment la question de ce que font de ce que font mes confrères, que je les trouve talentueux ou mauvais. Je me pose plutôt la question de la vérité du texte et du personnage. Et si ça doit aller vers des scènes de sexe ou vers des scènes de violence, ça ira vers là. Mais je crois que mon principal boulot, une fois que j'ai créé la situation de départ ou que j'ai les personnages et leur voix, c'est de tirer ça vers là où ça doit aller, sans regarder ailleurs quand ça devient désagréable. Le chapitre de la danse de mort dans l'image de la fin du monde, par exemple, pour le résumer très vite, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est une bande de jeunes gens qui trouvent que c'est une bonne idée de faire une sorte d'attentat pédophile pour faire réagir les adultes. C'était pas forcément très marrant à écrire, c'était pas forcément très marrant à penser non plus. Je suppose que c'est pas très marrant à lire, mais c'est en tout cas la direction que prenait le texte et que j'allais pas dire oh non, je vais pas aller là parce que ça se fait pas ou parce que moi ça me gêne.
il Et y a ensuite, pour revenir à un autre aspect de votre question, pour moi, il y a une différence entre parler de sexe et écrire de la littérature porno. J'ai écrit 6 bouquins porno pour la Musardine et maintenant je suis directeur de collection pour eux. Du coup, j'en ai publié une vingtaine, d'une quinzaine d'auteurs différents. Et pour moi, la grosse différence, c'est que la littérature porno, évidemment, va prendre le sexe comme centre et comme moteur narratif, mais va aussi se fixer pour but de produire du désir ou de l'excitation chez le lecteur et la lectrice. Moi, quand j'écris mes trucs dans les chroniques Narvek-Gorold, je me pose pas cette question-là, par contre. Je, enfin, je me pose pas d'une façon générale, d'ailleurs, la question de ce que doivent éprouver les lecteurs et les lectrices. Plutôt, je mets en place un dispositif qui, j'espère, va produire des émotions puissantes, mais la nature et la forme que prennent ces émotions, c'est plus de la responsabilité du lecteur. Il y a des gens qui trouvent Nuit Noire dans Métaphysique de la viande drôle et burlesque, et pour moi, c'est pas une mauvaise lecture, et c'est pas non plus un constat d'échec du livre. Du moment qu'il se passe quelque chose de fort chez le lecteur, du moment qu'il y a une réaction importante, le bouquin a rempli son but, en fait, de mon point de Et sur cet état dans lequel vous écrivez, parce que parfois quand on vous lit, on se dit mais dans quel état était-il à ce moment-là? vue. En fait, selon ce que vous écrivez, est-ce que votre état diffère dans l'écriture quand c'est sombre? Est-ce que vous êtes beaucoup plus renfermé? Est-ce qu'au contraire, quand il y a des scènes de sexe, est-ce que vous avez une sensation différente, une sensation particulière? Comment vous vivez la chose en tant qu'écrivain quand vous écrivez des choses aussi dures, aussi noires, aussi violentes parfois, aussi intimes? Quel est votre rapport à la sensation d'écrivain dans laquelle vous vous mettez? Bah, en fait, je suis un écrivain assez froid et laborieux. C'est-à-dire que je pense beaucoup mes bouquins en amont. Un truc comme Nuit Noire ou comme Féminicide, ça a occupé mon esprit de loin en loin, de façon des fois plus concentrée, de façon des fois plus dilettante pendant 5 ans, 6 ans, pendant des années vraiment. Et donc, au moment où je commence à écrire, à me mettre vraiment au travail, ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est de raconter l'histoire le plus vite possible et le plus mal possible. Enfin, on s'en fiche. En fait, il n'y a pas du tout question de langue ni de narration. Je jette vraiment juste le truc pour pas perdre le fil. Un peu comme quand on raconte une anecdote ou un rêve à quelqu'un qui, d'ailleurs, en général, en a rien à foutre. Mais en tout cas, cette étape-là, voilà, qui m'occupe, qui me prend beaucoup d'énergie, mais qui est une énergie uniquement de travail. Je ne ressens pas vraiment d'émotion. J'ai des images ou des sons et je les transcris, quoi. Et ensuite, ce qui m'occupe pendant plusieurs mois, parfois un an ou deux, c'est un travail de la langue extrêmement laborieux pour le coup, parce que je ne suis pas du tout un écrivain instinctif ni doué, je crois. C'est-à-dire qu'il me faut 15 ou 20 relectures et réécritures pour comprendre qu'en fait la virgule, elle n'était pas là, mais elle était là. Et donc je suis suffisamment occupé par ces questions de rythme, de langue, de voix du personnage à suivre et à ne pas perdre, de tension narrative, de tel bloc de texte, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit dans le premier quart du bouquin ou dans le dernier quart? Toutes ces questions-là, en fait, de fabrication pure, m'occupent et m'intéressent tellement que l'émotion de ce qui se produit ne m'atteint plus. Elle m'a atteint 5 ou 6 ans avant, quand j'ai imaginé ce livre, en fait, ou les morceaux qui le composent. Je rebondis sur le rythme parce qu'évidemment, votre texte, il est à scander. Il y a beaucoup de passages à scander. Et j'ai vu que vous aviez fait des livres audio également. En tout cas, certains ouvrages ont été adaptés en livre audio, Mm. il me semble. C'était un peu bancal quand même, mais oui, oui, ça existe. Je les ai pas écoutés. Mais, mais j'aimerais que vous nous parliez de ce rythme, de la manière dont vous travaillez le rythme, et notamment sur les passages en italique qui sont évidemment, quand on les lit, c'est de la poésie, bien sûr, mais il y a quand même cette scansion qui est très particulière, très singulière, qui, à l'oreille, est évidente. Alors, ceux-là, je les ai abordés d'une façon un peu particulière parce que de mon point de vue, c'est pas nécessaire que le lecteur les lise de A à Z. C'est très important qu'ils soient dans le livre aux endroits où ils sont et que le lecteur en attrape des bouts. Mais, mais je pense que mon lecteur idéal tombe sur ces pages, les feuillette, attrape des bouts de phrases comme ça au cours de lecture et puis continue en fait. C'est un peu comme une espèce de son lancinant qui occupe le livre. Et après, je les ai aussi écrits de façon à ce qu'on puisse les lire et comprendre des trucs
sur le personnage qui s'exprime à ce moment-là. Mais, et d'ailleurs, ces textes-là, je ne les fais pas sur scène, par exemple. Enfin, je serais incapable de les lire. Je ne connais pas leur rythme oral, pour le coup, parce que c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une scansion purement mentale. D'accord, ok. Et est-ce que vous pourriez nous lire un premier extrait, Christophe, justement, pour... alors, ce ne sera pas ce passage-là, mais Avec ce grand sera à plaisir. votre rythme. Ouais. Bah, du coup, comme effectivement, je fais une partie de ce texte sur scène, je vais lire là, ben, la deuxième partie de ce que je fais sur scène, qui est située vraiment tout à fait vers le début du bouquin. Les gens ont bien raison de se tenir à carreau. Clara, sa bande, ne sont plus des gamins. La bagarre, ça les connaît. Main nue, poing américain, couteau si nécessaire. Ils ne craignent pas de prendre des coups, encore moins d'en donner, de frapper en traître. Les enfants de la glasnost, les bébés perestroïka, ils apprenaient à marcher quand l'URSS se désintégrait, à lire, à écrire, à compter, quand les vautours se partageaient les meilleurs morceaux. Ils ont grandi en contemplant leurs parents perdre leur travail, leurs revenus, leurs appartements, tandis que les oligarques roulaient en Rolls, recrutaient des armées privées. Ils ont grandi en apprenant à faire la queue pendant une matinée entière pour du pain, pour de la viande contenant plus de graisse que de muscles, ont appris à payer ça avec un sac de billets qui peut-être ne vaudrait pas plus le lendemain que s'ils les avaient coloriés eux-mêmes. Ils ont appris à se débrouiller avec les moyens du bord dans un monde où l'école, les flics, les hôpitaux les ont laissés tomber. Ils sont les enfants des ruines, ne grandiront jamais, se disent-ils. Les adultes, qui voudraient leur dicter leur conduite, se comporter comme des parents, alors qu'ils ont vu leurs propres parents bourrés dès le réveil pour oublier qu'ils ne gagnent même pas de quoi acheter des chaussures neuves à leurs enfants. Les adultes, qui voudraient leur apprendre la politesse, l'obéissance, à baisser les yeux, courber les chines, dire oui madame, merci monsieur, voudraient leur apprendre à tenir leur rang, demander la permission, ils leur cassent la tête. Dans les décombres de l'URSS, ils sont des centaines de milliers, comme Clara, Niels, Anzor, Stepan, Daria. Face à ces enfants sauvages, ces hooligans de moins de 15 ans prêts à leur ouvrir la gorge pour une parole de travers, ce sont les adultes qui regardent leurs chaussures, changent de trottoir, filent doux. Merci, Christophe. Ah, c'est un premier extrait. Et on verra le deuxième extrait tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne aussi sur les limites sur un sujet, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et de plus en plus, notamment dans l'univers de la BD, on le voit de plus en plus récemment, certains auteurs sont interdits, les publications sont interdites, les limites sont faites sur... Tout à fait la même là-dessus, mais oui. Comment? Je n'ai pas tout à fait la même lecture des événements. Ah oui, bah, vous nous direz alors, Christophe, mais alors, je ne compare pas bien évidemment, mais je parle des sujets en question. Est-ce que l'éditeur, est-ce que l'éditrice Marion, et quand vous recevez un texte de Christophe, est-ce qu'il y a des limites pour vous? Est-ce qu'il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser? Et Christophe, en tant qu'écrivain, est-ce que vous vous fixez aussi des limites, que ce soit sur la langue, que ce soit sur le sujet, ou au contraire, c'est cette absence de limite qui fait tout le sel de votre littérature? Je ne crois pas que je me pose la question en termes de limites ou de franchissement de limites qui existeraient. La seule question que je me pose, c'est vraiment la vérité de l'histoire que j'ai à raconter, la vérité des personnages, la vérité de leur voix, et je vais la suivre là où elle m'emmènera. Et si elle m'emmène dans des zones inconfortables ou dans des choses qui sont dures à écrire ou dures à lire, je les écrirai quand même et on les lira sûrement. Mais je pense pas faire des bouquins transgressifs. Enfin, en tout cas, des lecteurs parfois le pensent et disent ça comme un compliment ou comme un reproche. Ça dépend des opinions de chacun. Mais je me sens pas dans la transgression, moi. Et pour en venir à ce que vous disiez par rapport à Bastien Vives, puisqu'on parle de lui, Mais pas que, euh, mais pas j'ai, que, mais pas que lui. oui, oui, mais en tout cas, c'était l'anecdote saillante des dernières semaines. Je ne crois pas qu'on l'ait empêché de publier. Une institution a voulu lui donner un sucre d'orge et des militants ont jugé que ce sucre d'orge était illégitime, donc on a exercé un rapport de force. Ensuite, ce qui se passe, c'est juste un rapport de force entre des militants et l'institution. Si l'institution
n'est pas assez forte ou pas assez courageuse pour donner ce sucre d'orge à cet auteur, bah, les militants voilà, gagnent la partie. Mais là, il n'est pas vraiment question d'art ou de création, il est juste question de rapport de force entre deux éléments politiques qui se soucient peu de l'auteur finalement. T'es gentil, t'es gentil. Euh, Moi, je veux bien dire un Marion, mot là-dessus, oui. sur les limites et tout ça, et puis l'affaire Vives, ou enfin l'affaire Vives. Enfin, plus généralement sur ce qui se passe, parce que, alors, premièrement, pour répondre à la première question, bon, moi, je dois avouer que c'est peut-être l'expérience aussi. Je sais pas, mais enfin, je pense que quand j'étais jeune éditrice, par exemple, j'ai lu American Psycho et à peu près à la même période, Le corps exquis de Poppy Bright, qu'on a d'ailleurs réédité dans Les Poches du Diable, hein, Le corps exquis. Et pour moi, et d'ailleurs, c'est l'époque où j'ai découvert Octavia Butler, j'étais jeune, et ça a été des lectures fondamentales, quoi, qui restent encore vraies aujourd'hui, qui m'ont quelque part déplacé des lignes, qui m'ont ouvert des fenêtres et qui ont contribué à faire la personne que je suis devenue après, l'éditrice, etc. Ça a été des chocs et c'était des textes qui pouvaient être perçus comme violents. Je dirais Octavia Butler, moi, je l'ai jamais perçu comme violent. Je parle de la parabole du semeur, mais à cette époque-là, le mot dystopie n'existait pas. Et donc, elle présentait une Amérique qui s'effondre et la guerre civile, c'était Mad Max Empire, si vous voulez, l'ouverture sur l'Amérique de demain. Et donc, le nombre de fois où je me suis fait traiter de Cassandre, de livre noir, de comment on peut publier des choses comme ça. Enfin, il y avait beaucoup de résistance à recevoir même Octavia Butler, qui est pourtant des livres d'espoir, hein. C'est-à-dire, elle dit faire un livre d'alarme, c'est en soi un acte d'espoir. Et à cette époque, c'était des livres qui étaient jugés même pas politiquement incorrects, à ne pas donner aux enfants, si vous voulez. Je me souviens d'avoir une discussion avec une journaliste de France Culture qui me disait, mais Marion, mais Trainspotting d'Irving Welsh, mais c'est pas de la littérature, c'est un film pour droguer. Bon, je vous parle d'une époque lointaine, c'était il y a 35 ans, hein, peut-être même un peu plus. Et Finalement, vous avez gagné, Marion, parce qu'au final, ouais, bah, enfin, il a fallu, vous vous rendez compte, il faut que ça a pris 30 ans, donc c'est long quand même, c'est l'échelle d'une vie. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me tienne en forme, parce que moi maintenant, je veux voir le moment où Christophe aura le Goncourt, parce que ça va arriver, bien évidemment. Mais ça va prendre un peu de temps, je pense, si on a 20 ans d'avance dès qu'on fait quelque chose. Enfin, après, il y a eu ce texte, Le corps exquis de Poppy Bright, qui est aujourd'hui un classique, et dont tout le monde parle comme d'un texte baudelairien, vénéneux, qui va regarder la beauté dans l'ordure. Et quand je dis ça, on pense aussi, on peut aussi qualifier comme ça les livres le dernier, en tout cas Valentina, de Christophe. Et il y a eu l'American Psycho, dont je ne parlerai pas, mais qui a été un livre qui a fait un choc, qui a fait beaucoup parler. Et j'ai vécu tout au long de ces années des tentatives de censure en permanence pour des textes qui, moi, par rapport, je sais pas, mon premier livre lu, c'est l'Iliade. Je peux vous dire que j'ai fait un mémoire sur la mort dans l'Iliade. Il y avait 10 mètres de tableau, avec de la cervelle qui gicle, la pointe de la flèche qui rentre à travers l'œil, qui traverse l'humeur, qui dégouline, des os brisés, du sang des tripes. Il n'y a pas plus gore que l'Iliade. Vraiment, vous prenez les textes un par un, et pourtant c'est un texte fondamental et de la civilisation occidentale. Et qu'est-ce que ce serait son souci, raconter la guerre à l'arme blanche, enfin, alors qu'elle a fondé notre civilisation, la guerre, et qu'elle continue à être toujours aussi dégueulasse. Donc, moi, j'ai jamais trouvé personnellement que le fait de montrer, et c'est la littérature qui m'a appris ça, le fait de montrer la violence m'a toujours paru comme un acte d'espoir, comme dirait, et comme un acte de dénonciation critique. Par contre, ce qui m'a beaucoup plus inquiété toujours, c'est les gens qui me disaient, mais comment on peut écrire des choses aussi noires? Mais ça n'existe pas. Et ça s'est produit beaucoup dans l'histoire du diable. Et c'est des gens qui vivaient en général dans des milieux protégés. Mais ça pose une autre question, c'est quelle littérature on fait? Et effectivement, si on fait de la littérature de salon, de la littérature qui préserve les choses, mais alors c'est pas de l'art, on ne parle jamais de ce qui fâche, mais regardez dans quel monde on vit. La planète, enfin, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Tout simplement, on a des gamins, nos enfants, ils vivent. Vous qui êtes jeunes, vous vivez dans un monde comme ça, qui a compris qu'il a la capacité de s'autodétruire. Je vous engage à regarder une émission horrible qui, pour moi, est le comble de l'indécence et de la violence sociale.
C'est une émission que je suis tombée dessus par hasard, j'en suis restée atterrée et j'ai regardé quand même un peu pour voir, parce que c'est très fascinant en fait. Elle n'est pas sur une chaîne populaire, donc je pense que on peut être fasciné largement. Ça s'appelle L'Agence. Et ça raconte comment des riches, richissimes, achètent des apparts sur, même en vidéo, là, enfin sur les réseaux sociaux, en 3 minutes, de 22 millions d'euros. Même il y a un type, ils ont à vendre un château Versailles, aujourd'hui 120 millions d'euros. Enfin, donc si vous voulez, ça c'est totalement indécent. Quand on a ce monde-là, c'est sûr qu'on a un monde qui va crever la bouche ouverte dans le reste du monde ou même chez nous. Forcément qu'on a la misère. Valentina, c'est demain, quoi. Valentina, ça existe déjà. Sauf que la littérature d'aujourd'hui, où est-ce qu'elle parle du peuple? Où est-ce qu'elle parle des gens qui souffrent? Bah, pas beaucoup, en fait. Et une des choses qui est importante dans tous ces textes dont on parle, ceux qui sont réputés violents, c'est qu'en fait, ils parlent d'une violence qu'on ne veut pas voir, mais qui est complètement fondatrice. Donc, je dirais que plus la violence existe, et moins on veut les voir. Une des choses que j'aime quand je lis Christophe et Valentina, qui est un pur roman noir, qui a en plus un scénario terrible, et je ne parle même pas de la bande-son, mais vraiment qui est une espèce de malédiction. J'ai relu récemment L'été en pente douce de Pierre Pelot, qui est une œuvre archi connue, qui a été adaptée, tout le monde a vu le film, etc. Et là aussi, c'est une tragédie sociale imparable. Bon, je ne vais pas dire comment elle finit, mais je crois que tout le monde se souvient un peu. Mais le livre ne se finit pas comme le film. Et c'est un roman de pauvres. Et vous savez, je reviens des assises de l'édition indépendante pendant 2 jours. Ça s'est ouvert sur un bilan sur l'édition où l'universitaire qui présentait ces chiffres a parlé d'une édition pauvre. Et ça s'est fini par un éloge de la pauvreté. Global, un collectif. Et cette idée qu'étant pauvre, on était toujours en avant et qu'on était aussi esthétiquement pauvre et qu'on ne fabriquait pas une littérature de riches et qu'on était dans les avant-gardes parce que, voilà, bah ça a un peu... c'était pas du tout attendu, mais ça a été une des belles lignes de force de ces 2 jours de rencontre des éditeurs indépendants, hein, où le Diable est un gros éditeur indépendant, mais la plupart sont plus petits. Et une des choses qui nous a regroupés, c'est derrière cette définition de les indépendants sont à l'avant-garde, ce qui est vrai, c'est des têtes chercheuses pour les publications, mais pas seulement, les indépendants vont aussi travailler dans des zones où les éditeurs de Paris riches et bourgeois ne vont pas. Et ces zones, c'est les zones populaires. Et donc, bah, elle nous engage à la violence, à la misère. Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas publier une autre littérature que consciente. Et donc, je ne trouve pas que cette littérature qu'on dit violente soit plus violente que le monde. Au contraire, dans le livre de Christophe, comme dans les livres d'Octavia Butler, même dans ceux de Poppy Bright, les personnages, on les aime, les personnages, ils sont humains, et les personnages, ils nous montrent que même dans un monde horrible, on peut vivre, aimer, faire des choix humains et même être heureux quand même, enfin avoir des moments en tout cas de joie ou d'accomplissement qui font qu'on n'est pas vivant pour rien. Voilà. Voilà pourquoi vous êtes aussi si souvent invité dans Vlil, c'est pour ce genre de discours qu'on entend évidemment que rarement. J'aimerais, sauf si Christophe ou Nathalie veulent réagir à ce que vient de dire Marion, mais je pense que vous êtes sur la même ligne. Sur la même ligne. J'aimerais qu'on parle du rôle de la musique dans votre roman, Christophe, parce qu'il y a des paroles de chansons au cœur du livre, plus la playlist à la fin. Comment dire, toutes ces chansons, toutes ces influences, elles ont un rôle particulier. Alors, je ne les ai pas toutes écoutées parce que c'est en effet, ça peut, comment dire, ça peut changer le cours d'une journée. Si on les écoute tout à la suite. Mais j'aimerais en savoir plus sur toutes ces chansons, sur toutes ces références que vous avez insérées, notamment au cœur du texte et ensuite à la fin. Ben, au départ, en fait, j'avais pas forcément prévu d'insérer ces chansons dans le texte, dans la narration. Mais en fait, le bouquin s'est construit à travers 2 résidences, notamment une résidence là où je suis en ce moment, à la Laune au Diable Vauvert. Et je m'étais dit que j'allais rédiger ce manuscrit, en tout cas le premier jet, d'une façon très rapide, encore plus rapide que d'habitude si c'était possible, et en écoutant à fond de la musique de l'époque pour essayer de créer une espèce d'atmosphère qui allait me... Enfin voilà, je voulais tester une manière d'écrire un petit peu différente. Et il s'est trouvé que ces musiques, du coup, en explorant un peu les méandres du net, de Wikipédia, de tout ce qui peut être téléchargé ou écouté,
pour me documenter. D'abord, je me suis mis à vraiment les aimer. Et d'ailleurs, maintenant, j'écoute plus que ça. Et surtout à me rendre compte que les paroles que les traducteurs automatiques me permettaient de lire caractérisaient assez bien, évidemment, l'époque où elles étaient écrites, mais aussi les personnages que je mettais en scène et l'action, enfin, que ça pouvait agir comme une sorte de contrepoint. Et j'ai fini par me dire que puisque c'était la musique d'ambiance, la bande-son de mon travail, ça pourrait très facilement devenir la bande-son du lecteur, et c'était celle des personnages. Donc, il était plutôt évident à ce moment-là de les mettre dans le texte plutôt que de faire, disons, une vague liste de textes de musique à écouter à la fin. J'ai préféré les intégrer au texte et qu'elles apparaissent parfois comme un commentaire un peu ironique, parfois comme un contrepoint, parfois pour enfoncer le clou. Et, et oui, du coup, voilà, ça a été une vraie découverte aussi. On parlait tout à l'heure de documentation du post-soviétisme. Mais j'ai complètement halluciné de voir que dans les années 80, il y avait effectivement les mêmes groupes de punk, d'indus, de synth-pop, les mêmes types, les mêmes meufs avec des crêtes qui ouvraient des squats et qui faisaient des chansons violentes, absurdes, avec des synthés bricolés, qu'en Europe ou aux USA, sauf que c'est sous Brejnev. Et enfin, là, quand on ouvrait des squats en 86 ou 87, on allait en garde à vue. Là, là, il y a quand même, je crois que j'en parle dans le bouquin, d'ailleurs, il y a un type qui s'appelle Egor Letov qui a fait 6 mois d'HP parce qu'il a joué de la guitare allongé sur scène dans un festival rock. Et que c'était la promotion de l'homosexualité. Il est parti 6 mois en HP, le garçon. Et du coup, voilà, ça a été tout un univers, tout un continent ça fait 20 ans que j'écoute de la musique punk et post-punk occidentale. Et du coup, là, c'est un nouveau départ, quoi. C'est un départ à zéro. J'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans de musique à rattraper. C'est une joie de chaque instant. J'imagine, dans l'état dans lequel vous êtes au moment d'écrire avec cette musique en fond, est-ce qu'elle a une influence finalement? Est-ce que ça vous rend, est-ce que l'écriture, ce que vous écrivez, est-ce que c'est véritablement influencé par la musique ou au contraire, ça ne permet que d'avoir ce fond qui vous plonge dans une sorte d'état frénétique? Mais comment vous expliquez? Est-ce que véritablement, si vous écoutiez autre chose, est-ce que votre écriture serait différente? Je suis pas sûr finalement, parce que c'est justement pour expérimenter ça que je m'étais mis dans ces conditions-là, en écoutant de la musique très fort et en boucle, et des musiques que je connaissais pas au préalable et avec vraiment une référence à l'époque que je décrivais. Mais en fait, non, ça m'a pas tant influencé que ça. Le fait est que j'écoute de la musique de toute façon du matin au soir, que je travaille ou que je travaille pas. Et je crois que ça m'aide à me concentrer, mais que par contre, le contenu de ce que j'écoute, du moment que ça n'interfère pas avec ma pensée, car du moment que je ne comprends pas les paroles, par exemple, ou qu'il n'y a pas des ruptures trop brutales dans la mélodie ou les bruits qu'elle produit, m'influence peu finalement. J'ai un camarade poète, Mathieu Richard, qui a écrit un bouquin là-dessus, justement, sur la manière dont la musique influence directement son travail. Un bouquin que j'ai adoré lire, mais qui est totalement à l'opposé de ce que je ressens. Je suis vraiment, je crois, plongé dans ma tête et mes pensées quand j'écris. C'est vraiment de la concentration pure. Donc tout ce qui arrive autour, que ce soit la musique, le décor, y compris ce que je mange ou ce que je bois d'ailleurs, ça va simplement favoriser cet état de concentration. Sur la poésie, puisque vous êtes poète, il y a des traces en effet dans ce roman-là aussi. Hmm. Comment elle fonctionne? Est-ce que je sais que certains écrivains écrivent des poèmes en amont de chaque chapitre, par exemple, pour avoir tout simplement une rampe de lancement. Est-ce que la poésie est inhérente à votre travail d'écrivain en littérature ou au contraire, elle permet simplement d'aiguiller, d'orienter aussi une certaine pensée ou une certaine voie de là où vous voulez aller? Je sais pas si je fais une différence vraiment, enfin, je sais pas si j'opposerais la poésie et la prose narrative, par exemple. J'ai publié 3 recueils de poésie chez des micro-éditeurs j'admire certains poètes, mais je me sens pas poète moi-même, par contre. C'est-à-dire que je me sens pas comme un écrivain qui va produire de la poésie, mais plutôt comme un écrivain qui va produire de la narration. Et effectivement, du coup, finalement, je l'oppose malgré moi. Mais par contre, je crois qu'il y a dans les deux cas une volonté commune de mettre la langue au centre de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'une narration ne vaut rien si le rythme et la langue ne sont pas là. Et évidemment, la poésie n'est que rythme et langue.
Mais j'ai perdu le fil, du coup, quelle était la question? Sur le rôle de la poésie dans votre écriture, est-ce qu'elle est un départ, un milieu ou une fin? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans Du coup, l'antinat? elle a représenté un travail sur la langue et sur le rythme qui m'a éduqué, je pense, à une façon d'écrire qui serait pas la même si j'avais lu que de la fiction narrative. Mais voilà, encore une fois, on fait forcément un travail poétique si on veut écrire un texte quel qu'il soit autre chose que la surface de ce qu'il raconte. Et ça représente quoi pour vous, justement? Alors, vous ne faites pas la différence entre poésie et peut-être ce serait une écriture poétique, à la Hmm. limite, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, la poésie aujourd'hui? Dans quelle mesure? En termes économiques, en termes Non, pas en termes esthétiques? économiques, en termes plus philosophiques, en tout cas, qu'est-ce que... Ouais. Je suis pas un très très grand lecteur de poésie. Il y a des poètes que j'admire énormément, comme Jérôme Bertin ou Marlène Tissot, que je lis constamment. Mais je suis pas un très grand lecteur de poésie. Du coup, je ne sais pas si ça représente grand-chose, sauf si en étant la poésie à à tout ce qui est chanson, musique, hip-hop, etc. Auquel cas, voilà, ça me nourrit comme me nourrissent toutes les influences quotidiennes auxquelles je suis confronté. Mais je pense pas avoir une réflexion particulière sur la poésie en tant qu'objet, en tout cas. Pour moi, c'est juste un des différents aspects de la littérature. C'est pas un objet séparé, quoi. Tina, parce que Mhm. ce vieux travesti assez discret, dont personne ne sait rien jusqu'à son meurtre, le personnage en réalité est si présent tout au long du roman, alors que enfin, vous le faites revivre constamment. Qu'est-ce qui se cachait derrière comment dire, ce fantôme en réalité, ce fantôme Valentina? Comment vous le décrivez? Comment vous avez construit aussi ce personnage qui est à la fois si présent, si absent? C'est particulier ça aussi de faire de ce personnage-là, alors peut-être pas quasiment le personnage principal, je ne sais pas si on peut dire qu'il est principal ou non, parce que Clara occupe une place vraiment importante dans le roman, mais votre volonté par rapport à ce personnage-là, elle était je ne sais pas en réalité ce qu'elle était, mais en tout cas, j'aimerais que vous nous en disiez davantage. Je crois que enfin, les deux points de départ de la réflexion qui ont abouti à ce bouquin, c'était d'une part que je voulais écrire une sorte de roman initiatique qui montre des personnages passés de l'adolescence ou de l'enfance à l'âge adulte. Et d'autre part, je voulais mettre en scène quelque chose que je vois enfin, beaucoup, en tout cas, que je vois dans le monde réel, mais que je ne vois que très peu en littérature, c'est le fait que la mort affecte de façon énorme et écrasante les vivants. Dans la plupart des romans criminels ou des romans réalistes qui mettent en scène des crimes que je peux lire, voilà, quelqu'un meurt en enquête, mais il n'y a pas tellement il y a pas tellement d'écho de tout ça. Alors que là, je pense, enfin, j'essaie de faire en sorte que ça se passe comme dans la vie, c'est-à-dire que quelqu'un meurt et ça affecte tout le quartier, même si on ne le connaît pas, quelqu'un est mort à 3 numéros de chez soi. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, ça, effectivement, on connaît pas ce personnage, mais d'un coup, tout le monde a une opinion sur lui, tout le monde a une pensée sur lui, un intérêt qui s'est déplacé vers sa personne. Peut-être des souvenirs, des anecdotes, des choses. C'est pour ça que la petite bande va fouiller la baraque, parce que d'un coup, elle se rend compte bah, de la réalité de la mort. C'est quelque chose que je voulais exprimer. Voilà, le fait que le moment où où quelqu'un meurt n'est pas simplement un événement et ensuite on raconte la suite de l'histoire, quoi. C'est quelque chose qui va se propager comme une onde à travers tout le reste des gens et donc tout le reste du récit d'une façon ou d'une autre. J'aimerais qu'on évoque aussi le travail avec l'éditrice, avec Marion et Raphaël. Apparemment, je crois que c'était Raphaël, votre éditeur. Là, j'ai des choses à dire à ce sujet. Et oui, j'imagine, parce que vu que vous écrivez apparemment beaucoup, j'imagine qu'il y a beaucoup de coupes aussi qui ont dû être faites peut-être sur la trilogie, peut-être dans sa intégralité, je ne sais pas, mais vous allez nous en dire davantage. Mais votre travail, tous ensemble, en réalité, j'imagine
que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire, Christophe, mais que forcément, l'éditeur, que vous êtes aussi, est-ce que ça vous aide d'ailleurs d'être éditeur en tant qu'écrivain? Euh, Indirectement, parce que je me rends compte que les défauts que je vois chez mes auteurs sont les défauts qui existent chez moi, du coup, je les repère plus facilement. Les répétitions, les automatismes, les machins comme ça. Effectivement, ça aiguise le regard. Mais il y a deux écoles d'éditeurs, en fait. Il y a l'école à laquelle appartient Marion, je pense, et qui est l'école POL, et qui considère que le texte appartient à l'auteur et qu'il faut vraiment être gonflé pour vouloir le changer parce que c'est l'auteur qui le signe et pas l'éditeur. Et l'école à laquelle j'appartiens plus, qui est incarnée par Esperbeck, par exemple, qui est un éditeur mythique de pornographie, qui considère que le texte est un objet mouvant et qu'on peut, tant que le machin n'est pas publié, on peut tailler dedans, travailler dedans et tout bouger et tout changer si nécessaire en dialogue, en engueulade. Et Raphaël Boudin, Raphaël Emery, qui est mon éditeur au diable, est plutôt de cette école-là que de celle de Marion, ce qui donne des fois des situations assez marrantes où Raphaël m'envoie des pages extrêmement annotables, des commentaires, et donc on engage le dialogue, et où Marion me rappelle par derrière pour me dire ah non, non, mais là il a exagéré, vraiment, ne l'écoute pas. Moi, je lui téléphone et je lui dis, mais non, c'est génial. Et je calme Raphaël. Mais oui, non, mais ça, c'est important. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs écoles, effectivement, mais qu'en plus, il y a pas une manière. C'est le texte, c'est l'auteur qui donne la façon de bien l'éditer. Et en plus, tout au long d'une vie, un écrivain évolue. C'est-à-dire que le travail qu'on va souvent fournir, par exemple, bah, pour Christophe, et Dieu sait que ce n'était pas son premier roman, mais pour son premier roman au diable, bah, en fait, il a pris son gros manuscrit et on n'a même pas parlé des détails. J'ai dit, bah non, pas ça, ça va pas. Et donc, il a été forcé de retourner à la case départ. Et retournant à la case départ, bah, Merdegorod a pu naître. Et nous, en attendant, on a réédité à l'identique des textes qui étaient magnifiques et qui étaient donc rassemblés dans Métaphysique de la viande, et qui étaient Nuit noire. Et d'ailleurs, il y a d'autres textes à rééditer et on le fera. Mais pour Christophe, moi, ben justement, c'est une des choses que je dis souvent à Raphaël. Et bon, c'est moi le chef, alors quand même, c'est moi qui ai le dernier mot, hein, je tiens. Mais moi, je pense que on doit être des miroirs intelligents ou comme le coach d'un sportif. C'est-à-dire qu'on ne va pas courir à sa place. Et en plus, chacun a sa manière de courir. Et en plus, quelquefois, il y a des sportifs qui contreviennent pas mal à ce qu'on dit dans les livres sur comment il faut courir. Si vous prenez, je ne me souviens plus de son nom, mais il y avait un grand Américain, bon, on a découvert après qu'il s'était un peu dopé, mais il courait, il avait les jambes comme dans Tex Avery, ça faisait comme... ça tournait en bas et il était très raide en haut. Jamais on court comme ça. Marie-Jo Perret qui courait comme on courait complètement différemment. Donc vous l'entraîneur, vous êtes là pour pas transformer l'auteur, l'écrivain, en autre chose que ce qu'il est. Justement, vous l'avez choisi pour ce qu'il est. Donc l'idée, la seule chose, c'est de lui tendre un espèce de miroir, lui montrer, bon évidemment les détails, les répétitions, les choses comme ça personne les voit et ça on est là pour ça, mais c'est le minimum. Mais vous êtes surtout là pour l'aider à aller dans cette direction, comme dirait Wallace, et à la fin on ne finit que par devenir soi-même. Donc si vous aimez cet écrivain, aidez-le à devenir lui-même, mais pas transformez-le pas en autre chose, sinon publiez quelqu'un d'autre. Donc ça pour moi ça c'est très ferme. Et c'est vrai que à l'édito, mais ça c'est, tu sais, quand tu parles de Raphaël, c'est aussi un truc de jeune éditeur. Hein. Quand tu es jeune éditeur, bon, moi j'ai eu le bon maître, hein, c'est vrai, mais j'ai commencé, par exemple, j'ai pu travailler sur un texte qu'avait réécrit Hubert Nissen, ça m'a beaucoup apporté. Et chez J'ai lu, j'ai eu à travailler sur des textes qu'il fallait intégralement réécrire et je l'ai fait. Et sauf que j'ai créé une maison d'écrivains, pas d'auteurs. Et où on ne fait pas des lignes. Donc après, le travail avec un écrivain sur son premier roman, il va être différent du second. Le second, souvent, c'est un roman difficile. Et vous pouvez intervenir, mais ce n'est jamais des interventions qui sont... Il y a des éditeurs, si vous voulez, vous prenez qui choisissent des bons auteurs et des bonnes plumes qui ont de l'imaginaire et qui sont costauds et qui ensuite leur demandent, hein, c'est le cas chez Albin, enfin c'était le cas chez Albin, ça a peut-être changé, vous signez un contrat où l'éditeur a vraiment le droit de réécrire le livre et si l'auteur il n'est pas d'accord, ben, il rembourse son avaloir.
parce qu'il doit rentrer dans une collection qui va fonctionner. Et là, on vous dit, oui, mais on va en vendre 35 000. Et tu vas faire un livre assez consensuel qui suit les recettes qui marchent. Mais nous, le diable, on n'est pas du tout cet éditeur-là. Nous, on est un éditeur d'écrivains. Et même s'il faut 20 ans pour les faire reconnaître, ils seront reconnus parce qu'ils sont grandioses et qu'ils déplacent les lignes des choses. Ils font vraiment de la littérature. Ils font une œuvre. En tout cas, c'est notre conviction. Donc là, le travail, c'est pas de les corriger. Et de les corriger au nom de quoi? D'une image de la littérature? C'est le contraire que je souhaite. Moi, je veux comme la déplace, mon image de la littérature. Moi, je suis très embêtée quand je lis un livre que j'ai l'impression d'avoir déjà lu. Et d'ailleurs, je le refuse, même si je l'ai lu dans la littérature du 19e. Donc, j'attends un livre qui me surprenne, que je n'ai pas l'impression d'avoir déjà vu, qu'il ajoute quelque chose à l'édifice. Sinon, pourquoi aller transformer un arbre en papier? Si c'est pour refaire un livre qui a déjà existé, franchement, autant acheter le précédent, c'est beaucoup plus écologique. Donc, moi, j'ai envie de publier des textes nécessaires et des textes uniques. Donc, des écrivains qui les font. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de les corriger, c'est de les accompagner. Alors, c'est vrai que sur un second roman, vous allez intervenir plus. Des fois, vous allez faire ce que j'ai fait à Christophe, qui était assez violent. Il vous donne 600 pages qu'il a mis 4 ans à écrire et vous lui dites, moi, je publie tout ce que tu veux de toi, mais pas ça, il faut le refaire. Ou il faut faire autre chose. Mais ça ne va pas. C'est violent. Donc, c'est pas que j'interviens pas. Mais après, quand je reçois Valentina, puis vous savez, souvent les meilleures solutions de travail, de suggestion, c'est les plus légères. Donc, il y en a toujours. Il y en a avec Christopher, on a discuté de sa fin, vous l'avez raconté. Avec Fabrice aussi pour son second roman, je l'ai beaucoup amené à le resserrer. Et pour Valentina, franchement, les 3 romans de Merdlegorod, je les ai reçus avec fanitude. Je suis fan, je trouve ça génial. J'adore sa langue, j'adore ses ellipses. Bon, et j'ai émis évidemment quelques réserves sur la première version. Par exemple, le texte intérieur dont il vous parlait tout à l'heure. Alors, je n'ai pas le droit de spoiler en disant ce que c'est. C'est ça, Christophe? C'est ça. Donc, le texte intérieur qui coupe le texte, par exemple, était beaucoup plus massif. Et puis, il y avait des petites choses, par exemple, sur Image de la fin du monde, qui a un travail de construction absolument remarquable. Là où je suis le plus intervenue, c'est sur la maquette et sur les typos. C'est sur Féminicide. Féminicide, pardon, sur Féminicide. Parce qu'il fallait absolument, parce que c'était un livre constitué de beaucoup d'archives et de niveaux de narratifs différents, avec écrits, produits par des points de vue différents. Et il fallait absolument que le lecteur soit pas... Alors là, j'ai emmerdé tout le monde pour que ce soit d'une rigueur absolue et que ce soit aussi rigoureux que la construction, que le lecteur ne soit pas perdu. Et puis après, l'accompagnement d'un éditeur, c'est pas corriger le texte. Enfin, si les écrivains ils sont là pour écrire, les éditeurs pour éditer, c'est pas corriger le texte, c'est lui faire trouver son public. Et je dois avouer que là, c'est ma vraie préoccupation avec Christophe. À chaque fois qu'on le fait lire, les gens sont impressionnés, mais il faut qu'on fasse un effort pour le faire lire pour l'instant. Et il a cette image qui vient de l'underground, je ne sais pas, et qui fait que, ou alors peut-être ça fait un peu peur. Bon, je sais que qu'on aura de plus en plus de lecteurs, bien évidemment. Comme Butler, dans 20 ans, tu seras riche. Mais non, voilà, je sais qu'avant que j'arrive, il y a des lectrices ici qui ont fait l'éloge de Valentina, qui est vraiment un roman noir pour moi à mettre entre toutes les mains, et en particulier celle des jeunes qui sont un peu inquiets de la vie, quoi. Voilà, donc moi, mon intervention d'éditeur avec Christophe consiste surtout à le freiner, en fait, parce que Merdlegorod, c'est un immense œuvre. Ça y est, il est dedans. Il a de la matière pour écrire dans son projet des histoires, des contre-histoires. Et vous voyez, en plus, c'est extraordinaire, parce que là, ce livre-là est un livre du passé, mais les 2 premiers commençaient avant 2000 pour aller jusqu'en 2030. Et il brouille toutes les pistes de la réalité et de la fiction. C'est absolument extraordinaire. C'est un espèce de puzzle. Et ce puzzle, il pourrait l'enrichir d'un titre par an. Et tout mon boulot avec Christophe consiste à lui dire à freiner le rythme pour qu'on n'en ait pas plus d'un tous les 18 mois, voire 2 ans. C'est-à-dire pour donner au livre le temps de se construire et puis pour nous permettre de publier d'autres gens aussi, parce que comme il est au comité de lecture, il veut qu'on publie. Il est très généreux, il a beaucoup de coups de cœur. Donc, on n'a plus de place. Voilà. Donc, mon boulot consiste à dire à Christophe, calme, doux, on va le faire tranquille, on a le temps.
Mais c'est pas n'importe quel boulot, ça, hein, c'est beaucoup de boulot. Avant de revenir sur ce que vous venez de dire, Marion, on fait une petite photo de groupe. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci. Oui, je reviens sur plusieurs choses parce que je reviens sur déjà que sont devenues ces 600 pages. Qu'est devenu ce manuscrit? Parce que ce premier manuscrit, parce qu'au final, il y a quand même une matière, j'imagine, fourmillante. Qu'est-ce qu'il est devenu ce manuscrit? Rien, rien. En fait, des éditeurs dont Jean-Michel Traille m'ont dit qu'il n'était pas terrible, des lecteurs que je savais fidèles m'ont dit qu'il n'était pas terrible. Je l'ai relu moi-même, j'ai vu qu'il n'était pas terrible. Donc, il est dans mes archives. De temps en temps, j'en puise un bout si j'ai besoin, mais il est devenu rien. Ouais, non, c'était un bouquin raté, c'était un bouquin raté. Sorti de cela. Mais je- Oui, comme quoi ça a été raté, mais fertile. Et ça a aussi servi à une chose, d'ailleurs, c'est que ça m'a donné confiance en Marion et en le diable. C'est-à-dire que la relation s'est construite sur un refus. Ça veut dire que tout ce qu'elle accepte désormais, c'est en conscience. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas pour l'argent, quoi, par exemple. Voilà. Et parce que Marion parlait de votre évolution justement en tant que romancier. C'est intéressant de savoir aussi comment vous avez évolué à travers le sujet peut-être, à travers l'écriture. Est-ce qu'il y a véritablement eu un cheminement aussi au sein du Diable Vauvert par rapport à cette relation-là? Alors, dans l'écriture elle-même, je ne sais pas si je suis mieux placé pour. Ah, C'est ce que vous avez perdu aussi, Christophe. ah, il y a peut-être un problème de connexion à la Lone et il est tout figé. Une énorme différence. Ça y est, on l'a retrouvé. Et d'autre part, le fait de passer 2 ans à écrire un livre sans savoir où il va aboutir, ou de passer 2 ans à l'écrire en sachant qu'il va être publié par une maison d'édition qu'on apprécie, ça fait aussi un confort assez. Enfin, je pense que j'aurais pas fait Merde avec Dorode si je devais le publier au petit bonheur et à chaque bouquin chercher un éditeur, quoi. Ça aurait été trop démoralisant, trop difficile. Là, je pourrais littéralement passer ma vie à écrire. Je sais qu'il y a une maison d'édition et une équipe derrière qui va faire en sorte que ces bouquins existent. Et j'ai plus à me préoccuper de ces questions-là. En gros, entre 2008 et 2020, pour aller vite, j'ai publié 15 bouquins et chaque bouquin, c'était le chemin de croix pour trouver un éditeur qui en vendait 150 et personne n'était au courant. Donc oui, ça, c'est un confort énorme. Par contre, pour ce qui est du changement dans ma langue, dans ma façon de raconter des histoires, ça, j'en sais trop rien. J'ai l'impression peut-être d'éclairer davantage les choses, c'est-à-dire, comme on disait au début, de toujours parler d'un monde pourri, d'un monde qui va extrêmement mal, d'une espèce d'enfer sur Terre, mais d'y jeter des personnages qui ont des ressources pour s'en tirer et éprouver un peu de bonheur. Ça, je pense que c'est une évolution récente dans mon boulot. Ouais. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Marion, c'est sur le rôle de l'éditeur. Vous parliez de coach et d'entraîneur. L'entraîneur corrige souvent la technique et la métaphore et la comparaison avec le monde sportif est assez frappante. Vous vous considérez donc davantage comme un coach justement et non pas sur une technicienne du texte. Il faut tout pouvoir faire. Moi, je considère que l'éditeur, lui, doit avoir une boîte à outils syntaxique et grammaticale, un peu comme le super mécano, il doit tout savoir faire, quoi. Savoir s'adapter à tous les moteurs, enfin tous les moteurs de ce qu'il publie, bien évidemment, hein, mais globalement, c'est lui qui a la grosse boîte à outils pour pouvoir rentrer dans des textes et des voix très différentes. Et quand je dis rentrer, je veux dire se mettre dans ce mood-là, parce que rentrer dans une musique, un univers et tout. Donc, il doit avoir la capacité technique, il doit avoir, donc comme un mécano, comme un kiné, il doit être aussi le coach psychologique, bien sûr, il doit être celui enfin, qui organise la promotion, qui pense à la promotion, donc l'attaché de presse, on fait tous les métiers. Alors, évidemment, il y a l'auteur plus débutant, où ça dépend des parcours, ou plus autodidacte. Vous allez au début faire un vrai travail d'accompagnement avec la mécanique. Ou alors, je prends
les auteurs, par exemple, qui viennent du polar ou du thriller ou des domaines très narratifs, de la fantaisie, souvent peuvent être d'abord remplis d'histoires, et puis en fait, les questions de langue, elles vont se poser petit à petit, et on va intervenir sur le texte plus au début pour montrer que on peut s'intéresser aussi, pendant qu'on écrit un thriller super rapide, à la musique des mots, par exemple. Mais donc, encore une fois, c'est adapté. Mais l'éditeur, il doit comment dire, adapter son travail à chaque auteur. Donc, si c'est de la technique, faire de la technique. Et si c'est autre chose, faire... Moi, par exemple, avec Pierre Bordage, souvent, le travail, ça commence quand il me dit, j'ai 15 histoires, laquelle tu veux. Puis il me raconte, alors c'est pas 15 en général, c'est 5, et il me raconte 5 romans. Et en fait, tout mon boulot, maintenant j'ai bien compris, c'est pas de choisir, c'est de faire de la maïotique, c'est-à-dire de laisser raconter ces histoires jusqu'à ce qu'ils me disent, en fait, c'est celle-là que j'ai envie de faire. Et c'est de la maïotique. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui vais décider à place d'un écrivain. Si j'étais capable d'être écrivain, je ne serais peut-être pas éditeur, comment vous dire. Ou alors je publie des écrivains qui font des choses que moi, je ne saurais pas faire, enfin, ou qui m'impressionnent parce que je ne sais pas les faire. Je ne crois pas que je sois très capable de raconter une histoire, un roman, une chose comme ça. Mais par contre, sur les boulons et comment entendre, ça va. Donc voilà, il y a cette distance. C'est vrai que sur les livres de Christophe, je pense que, mais pas que lui, hein, le fait d'avoir un éditeur qui a confiance en toi, ça fait du bien à tous les écrivains. Parce que du coup, ça leur permet, je vois bien que ce soit Carpentier qui, depuis qu'il est au diable, a modulé son œuvre dans une direction beaucoup plus narrative qu'avant et beaucoup plus critique. Je vois Pierre Bordage qui vient au diable pour faire des livres qu'en fait, il n'oserait pas forcément faire ailleurs, qui sont des livres en totale liberté. Mainstream, là, il va nous faire un roman de fantaisie érotique, un vrai érotique qui fait plaisir, quoi, qui donne envie, vous voyez. Donc je pense qu'ouvrir un espace de tranquillité, de confort, c'est déjà beaucoup. Et ça permet forcément d'ouvrir l'univers intérieur de l'auteur. Je pense que Christophe, le fait qu'il soit encouragé avec le confort qu'il y a de savoir que de toute façon, le cycle Merdvec-Gorod, on va le publier, je pense que du coup, il peut aller dans cette espèce de prolifération digne de Foster Wallace autour de son univers de Merdvec-Gorod et plonger dans des audaces littéraires, des livres composés, décomposés, reconstruits. Pour l'instant, il y a 3 livres de structure extrêmement différentes et je me dis où est-ce qu'il va nous amener. Et moi, je pense déjà à dans 20 ans l'intégrale. Et je pense que ce sera un grand œuvre. Donc ça aussi, c'est presque le plus important, en fait, de laisser... enfin, je ne vais pas parler des chevaux, mais si on compare un écrivain et un cheval, on dit toujours qu'un cheval, il faut le mettre en situation de donner, jamais le contraindre. Et donc, confort, soins, alimentation. Bon, pour les chevaux, c'est très simple, mais l'écrivain, franchement, là, je pense que la première aide qu'on puisse lui donner, c'est ça, c'est des mensualités ou c'est des revenus qu'ils font et de ne pas avoir d'angoisse sur comment je vais pouvoir développer mon œuvre. Je veux dire, sur le plan pratique, comme ça, il peut vraiment se consacrer à la développer sur le plan esthétique et artistique. Et je crois que ça donne un coup d'accélérateur et d'ampleur à tout le monde. C'était un peu le principe de la maison, hein. Si on voulait suivre des auteurs, c'était aussi parce qu'au final, on pourra dire, le diable, il y a tant d'écrivains qui ont pu développer une œuvre là, français et étrangers, dans une totale confiance. Et je peux le dire, même chose pour William Gibson, qui pendant 15 ans avait plus de lecteurs parce que ce mec qu'on avait décrit comme un auteur punk sur un premier roman neuromancien qui avait été en plus traduit d'une façon un peu fautive à l'époque, ensuite était un visionnaire qui était très en avance sur son époque. Et aujourd'hui, il revient. Mais Neil Gaiman aussi, quoi. Pour lui, il dit, mon meilleur éditeur mondial, c'est le diable. On publie tout de Gaiman, mais en disant merci, monsieur le génie Neil Gaiman, quoi. Voilà, et ça, c'est le premier espace de travail et de confort qu'on peut donner. Je crois que c'est important. J'aimerais bien faire rebondir Christophe sur le fait justement de faire quelque chose potentiellement de novateur, de quelque chose qui pourrait exploser dans 10, 15 ans, 20 ans et être visionnaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine ou au contraire, ça vous encourage à aller encore plus loin?
ou peut-être n'y pensez-vous tout simplement pas du tout, mais ça a quand même un impact aussi, j'imagine, sur peut-être ce manque de reconnaissance au départ de votre écriture et ensuite avoir des retombées peut-être plus larges. Ah, en fait, je crois que j'ai pris le problème par l'autre côté de la lorgnette en réalité. C'est-à-dire que j'avais des choses à écrire. Je me voyais définitivement pas faire autre chose, ni écrire autre chose pour correspondre à un marché ou à un lectorat qui serait plus demandeur de ce que je pourrais faire en mettant de l'eau dans mon vin ou en déplaçant mes centres d'intérêt dans une direction ou une autre. Du coup, la question qui se posait, c'était plutôt, ayant à écrire ce que j'ai à écrire, comment faire pour survivre économiquement, ou même physiquement, le temps de l'écrire, en fait. Donc, pendant un temps, il y a eu le RSA, il y a eu des tas de moyens alternatifs ou, voilà, ou plus ou moins bancals. Mais voilà, on en revient à une maison d'édition qui vous fait confiance. Ça change effectivement tout. C'est-à-dire que je ne me pose plus la question de ce que vont devenir mes manuscrits. S'ils sont mauvais, comme La Vérité décente, ils seront refusés ou on discutera. Et s'ils sont bons, ils vont sortir. Et Marion, Nathalie, tous les gens du diable vont bosser pour que ces manuscrits trouvent leur lecteur. La comptable va bosser pour que je trouve de l'argent pour payer mon loyer. C'est des questions dont je suis pour l'instant dégagé. Et c'est un sentiment de confort extraordinaire. Prévoyez de manière extrêmement large dans le Hmm. temps. Comment vous allez organiser tout cela d'ailleurs chez vous? Est-ce qu'il y a une pièce qui est Merveille-Gorod? Est-ce qu'il y a un espace qui vous permet de vous repérer constamment dans le territoire, dans la chronologie? Et ma deuxième question est sur le fait que euh, vous avez décidé de dédier quasiment votre vie d'écrivain à ce cycle-là aujourd'hui. Est-ce que véritablement c'est l'objectif et que vous n'allez plus, entre guillemets, jamais sortir en tant qu'écrivain de cet univers-là ou pas? En fait, c'est une facilité. C'est-à-dire que enfin, jusqu'à présent, entre chaque roman, je faisais une dépression de 6 mois, me demandais si j'allais retrouver du jus pour écrire de nouvelles idées. Là, j'ai pu me poser ces questions-là. Pendant 20 ans, je suis pris par une espèce d'énorme roman que je débite en tranches, plus ou moins épaisses, qui correspondent du coup au rythme de publication que le Diable Vauvert auquel il veut me soumettre. Mais du coup, moi, pendant 20 ans ou 25 ans, je sais pas le temps que ça va prendre, ou 15 ans, je suis pris en charge par cette histoire. Effectivement, quand j'aurai fini de la raconter, qu'il y aura 20 volumes, là, je ferai une méga dépression. Et si j'y survis, je repartirai pour un machin qui dure 20 ans, ou alors j'irai à la pêche. Je ne sais pas encore, je prendrai ma retraite. C'est ça. J'irai en Ardèche. Pas sûr que l'Ardèche soit leur tasse de thé. Euh, euh, je ne sais pas si Mario ou Nathalie veulent rebondir, sinon Christophe, j'aimerais bien que vous nous lisiez un deuxième extrait. D'accord. Ben, du coup, ça va être la suite plus ou moins immédiate de ce que j'ai lu il y a quelques instants. L'école, ils y vont, pas le choix. Sans école, pas d'aide de l'État. Sans aide de l'État, pas de nourriture. Pas de chambre chez les parents, le deal est simple, tout le monde le connaît. Jusqu'à 17 ans, si tu veux un toit, des repas chauds, si tu ne veux pas faire la pute, ni le cambrioleur, ni le dealer, faut aller à l'école. Bien sûr, ça veut juste dire faire acte de présence. Pas question d'apprendre quoi que ce soit, ni d'obéir au professeur. D'ailleurs, personne n'a de cartable, encore moins de stylo ou de cahier. Il paraît que dans d'autres secteurs, ça se passe différemment, qu'on respecte les enseignants, qu'on écoute, qu'on apprend des choses, même des choses utiles, qui permettront plus tard d'avoir un métier, un salaire correct. De telles considérations les font rire, de telles idioties. Tu parles, un métier, un salaire. Si déjà ils sont encore en vie à 30 ans, ce sera un miracle. Apprendre quoi? À devenir esclave des oligarques, merci bien. Mieux vaut crever les armes à la main, ou une seringue dans le bras. D'ailleurs, leurs héros ne racontent pas autre chose. Les punks, les rappeurs, les goths. Foutre le bordel autant qu'on peut, cracher dans la soupe. Quelle soupe? On n'a même pas d'assiette. Braquer des banques, tirer dans le tas. Pas de quartier.
boire jusqu'à ce que le foie explose, se piquer jusqu'à ne plus rien sentir, les activités périscolaires foisonnent, se pendre, se brûler la cervelle, se jeter d'un pont. Les projets professionnels ne manquent pas. Rien à foutre. Ils sont vivants, c'est tout ce qui compte. Ils sont vivants. Samedi prochain, il y aura sans doute une teuf quelque part. Rien d'autre n'a d'importance. Gopnik deuxième génération. Le no futur a un bel avenir. Voilà. Alors, ce no futur, justement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement passer, ce slogan. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce slogan-là qui vous anime? Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose que vous ne voulez Ben, pas passer? je pense que c'est judicieux de le penser, comme le pensait, je ne sais pas, François Bayrou ou Laurent Berru au début des années 80, quand ils avaient 17 ans, qu'ils étaient alcooliques et qu'effectivement, Giscard venait d'être élu. Et je pense que c'est judicieux de le penser dans le cas de Clara et de sa bande. Moi, j'ai 50 balais, forcément, nos futurs, ça me parle un peu moins. Mais ouais, quand j'avais 20 balais, j'étais plutôt dans cette idée-là. Oui. Par chance, j'ai survécu aux difficultés qui m'ont été proposées par le monde. Mais oui, ça me paraît plutôt malin de penser nos futurs quand on a 17 ou 20 ans. Ouais. Il y a une question de Louise, c'est à toi. Ah, j'ai pas vu la question. Non, Ouais, elle va intervenir, logiquement. Ah. bonsoir tout le monde, c'est Louise, très, très contente de participer à une première réunion. Grand plaisir de rencontrer un futur prix Goncourt. Je suis vraiment très émue. Alors, merci pour. Est-ce que je peux tutoyer, Christophe, Bien ou sûr, pas? bien sûr. Alors, merci de tout ce que tu as dit. Alors, j'ai bien aimé quand tu as parlé des influences, évidemment, Jim Thompson, tout ça. Le seul point où je ne suis pas d'accord, c'est que quand vous dites en général qu'il y a très peu de romans qui parlent de pauvreté, les Américains sont sont pas assez maîtres dans les romans qui parlent de la pauvreté, les anglophones aussi. Alors, moi, j'ai participé au Festival international du roman noir et j'étais en binôme avec une de vos auteurs au Diable Ouvert, Morgane Cossarieux, et on a beaucoup parlé de tout l'effet porn, trash, gore. Alors, quand je vous ai entendu citer American Psycho, qui a été écrit en 1991, moi, quand j'avais lu ça, j'ai trouvé ça pas horrible, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri. Il y a 30 ans, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Et ce que je constate maintenant, c'est qu'on revient à une espèce de censure, de pudeur qui me déplaît énormément, énormément. Je trouve ça assez terrifiant. Et puis, je voulais savoir, je connais les livres de la Musardine aussi depuis très, très longtemps, tout ce qui est littérature érotique. Et moi, je suis en Suisse et il y a une espèce de pudeur. Il n'ose pas mettre des livres en vitrine. Je trouve ça terrible. C'est des choses que je n'ai pas connues. Et puis, enfin, je voulais te demander, peut-être que tu vas répondre ou pas, quelle est la tranche d'âge de ton lectorat? Et est-ce que c'est vrai que, selon toi, les jeunes lisent moins qu'avant? Puis en tout cas, pour finir, avant que tu répondes, bravo pour ce que tu fais, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, c'est marrant que tu parles du film parce que hier et avant-hier, j'étais justement à Frontignan et à une lecture et une balade littéraire organisée par Yves Jomet qui programme le film. Et j'ai fait une lecture à Prose Café, qui est une librairie de Frontignan tenue par une Suisse. Alors, pour en venir à tes questions, je ne sais pas trop quel est l'âge pour lire les bouquins. Je sais que moi, j'ai appris à lire en prenant les bouquins quand j'étais assez grand pour les choper sur les rayons, quoi. Et je pense que c'est une bonne méthode. J'ai lu L'Exorciste quand j'avais 12 ans parce que mes parents l'avaient planqué dans la bibliothèque et j'y ai eu accès physiquement, quoi. Mais après, je ne sais pas si les jeunes lecteurs lisent moins. Je sais que je reçois régulièrement des témoignages, soit par mail, soit sur les salons où je me trouve, de lecteurs ou de lectrices qui ont 18-20 ans et qui se sont intéressés à mes bouquins pour des raisons diverses. Et ça, c'est un truc qui me rend super fier parce qu'ils viennent parfois me dire que finalement, la littérature, c'est pas si chiant. On peut écrire des trucs comme ce que j'écris, et ça leur redonne un peu foi en la littérature. Et ça me fait très plaisir. Ouais. Mais après,
Le lectorat en général, ça, j'en ai beaucoup moins d'idées. Je pense que Marion ou Nathalie sont plus au courant que moi de ces questions-là. Est-ce que Marion ou Nathalie, vous voulez intervenir sur l'âge? C'est vrai que c'est une question intéressante dont on a parlé tout à l'heure en amont, mais ça peut en effet s'adresser à n'importe quel public, alors peut-être pas trop jeune non plus, mais quand même, à partir d'adolescence, je pense que c'est, en tout cas, Je pense qu'à 15-16 ans, j'aurais été lecteur de ce genre de bouquin. et vous Avant, considérez, peut-être pas, mais à 15-16 ans, ouais, je pense que j'aurais été lecteur de ça. Enfin, j'étais lecteur de ça, en fait. J'ai découvert Bataille, j'avais 17 ans. Du coup, on n'est pas, voilà. et est-ce que justement derrière ce livre-là, ou derrière cette trilogie, derrière cet univers que vous avez créé là, est-ce que vous considérez ça comme transgressif? Non, pas du tout. Enfin, je le considère ni comme transgressif, ni comme dans les normes. En fait, ça, je pense que c'est vraiment des questions qui appartiennent au lecteur. Est-ce que c'est transgressif? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Ça, c'est au lecteur de me le dire. Et puis surtout, en plus, chacun le voit en fonction de ses propres critères. Effectivement, pour un lecteur d'Alexandre Jardin, c'est assez transgressif, par exemple. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, pour aller, parce que je dois partir là, je dois vous quitter et c'est dommage parce que. Mais pour répondre à Louise, quand même, bah, je suis d'accord avec ce que dit Christophe sur le transgressif. Ça va être transgressif pour des lecteurs, effectivement, qui sont dans des univers protégés ou qui n'ont pas conscience de cette violence du monde. Sans doute, ce sera transgressif. Ou des lecteurs, vous savez, on a reçu des refus de bourse du CNL pour des écrivains de la maison parce que les rapports les explications disaient que c'était pas des romans comme on fait des romans. Voilà, parce qu'il y a quand même des normes qui sont de plus en plus fortes en plus dans l'univers. Et d'ailleurs, Louise, évidemment, je ne parlais pas des anglo-saxons quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de romans sur la pauvreté en France, en tout cas qui sont mis en avant dans le grand théâtre de la littérature. Je parlais de la France parce qu'évidemment, d'ailleurs, tous nos auteurs, à commencer par Pierre Pelot avec Les Tempêtes douces, ils sont tous inspirés par les anglo-saxons et c'est les anglo-saxons. Moi, ça a été pareil, ça a été une découverte. Euh, alors que dans la littérature française, bah, regardez le torrent d'horribles choses qui ont été dites sur Annie Ernaux parce qu'elle parle des pauvres. C'est incroyable, j'en suis parvenue. Pour moi, on lui déroulait un tapis rouge national et il y a eu des sinistres personnes pour dire mais c'est nul, c'est pas écrit et ça parle que des pauvres et c'est pas des sujets littéraires. Et ça, on l'entend encore et c'est une pensée qui est malheureusement dominante, même si effectivement le tissu des lecteurs et de ce qui s'écrit en France, en particulier en jeunesse, en noir, etc., est bien différent et je ne voulais pas faire une caricature. Et moi aussi, je suis très, très inquiète, comme Louise, de cette espèce d'air du politiquement correct qui arrive et qui fait qu'on est prêt à interdire, d'abord à interdire. Et les librairies aussi, les librairies qui étaient des lieux de tolérance et de diversité. Et franchement, on a parlé pendant 2 jours de bibliodiversité. Le plus important, c'est ça, c'est qu'on n'interdit jamais rien, y compris des auteurs qui n'auraient pas de talent et qui écriraient des choses choquantes pour le féminisme, l'humanité, etc. Vraiment, il ne faut pas interdire la pensée ni les livres. Et, parce que cet ombre-là, quand il se pose, de toute façon, il finit toujours par concerner ce qui est le plus créatif. Donc, Christophe, il n'est subversif que par rapport à ce qu'on définit comme la norme. Moi, je ne trouve rien de subversif dans ses livres. J'y retrouve du Jean Rictus, j'y retrouve, je vous ai parlé de l'Iliade, même, j'adore Nuit Noire, par exemple, et par contre, je rigolais pas dans American Psycho ni dans Nuit Noire, hein, contrairement à Louise qui a l'air d'avoir un mental de feu. Là. Moi, ça me faisait pas du tout marrer. Je prends très immédiatement mais par contre, je les trouve, je les remercie de me montrer ça. Les livres qui me bougent extrêmes, donc je trouve pas particulièrement subversif. Au contraire, je trouve que il y a la vision de Nardegorod, on devrait même, en ce moment, il y a la guerre en Ukraine et on voit un peu ce que c'est que le monde des oligarques, etc. Je reviens à cette émission addictive, hein, parce que j'ai été méchante pour l'agence, mais quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Hein. Mais on découvre un monde qui est l'envers de ça, mais qui est le même, c'est-à-dire incroyable, quoi. S'il y a
on découvre le monde des princes arabes qui font leur fortune sur des ouvriers pas payés qui viennent du bout du monde, où on découvre la fortune des oligarques en vrai. Qu'est-ce qu'ils en font? Des espèces de palais de Versailles incroyables, vendus avec tout le personnel dedans. Enfin, c'est à 122 millions d'euros encore une fois. Donc, je ne le trouve pas subversif. Je trouve qu'au contraire, c'est des livres qui nous ouvrent les fenêtres sur les zones qu'on ne regarde pas d'habitude. Et je trouve salvateur, personnellement. Christophe, c'est pas forcément une question, mais c'est davantage sur ce qui va arriver là, maintenant, bientôt. Alors, on avait compris que c'était pas tous les ans, un Christophe Siebert, donc c'est tous les 2 ans. Ça, on l'a. Un an et demi. Un an et demi. Oui. Donc, on réduit la date, l'échéance à chaque fois. Donc, peut-être que d'ici 2, 3 mois, ce sera tous les ans. Ça J'aimerais dépend des savoir. ventes en réalité. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur potentiellement l'époque, sur potentiellement un début d'intrigue? Est-ce que déjà tout est fait en réalité? Est-ce que où vous- Le prochain est quasiment terminé. Enfin, j'ai encore quelques dizaines de pages à écrire et bon, le trait de relecture, etc. Mais donc, il va s'appeler Écrit de prison. Et pour ceux qui ont lu Images de la fin du monde, il va être vraiment totalement centré sur Nikolai Lezbatoï, sur l'attentat, sur la faille, et va être constitué de tout un tas de documents, des romans, des textes de non-fiction, des textes inédits publiés à Merveille-Gorod dans des conditions un peu compliquées. Tout ça rassemblé par Christophe Siebert, le narrateur, qui va se transformer en Tintin pour aller enquêter à Merveille-Gorod, grosso modo. Ouais, c'est une vraie autofiction, sauf qu'elle n'existe pas. C'est vraiment l'autofiction-fiction, quoi. Parfait. Ça, c'est une super nouvelle. Et Marion ou Nathalie, est-ce que vous voulez nous parler d'un ou deux romans qui vont sortir là récemment pour terminer? Je crois que Marion est partie. Ouais, Ouais, Marion non, est partie. Alors, elle vous en a parlé de plusieurs ouvrages. Elle vous a parlé effectivement Pierre de Bordage. la porte du bordage, du Pierre Bordage. Les Alors moi, j'ai lu portes 2 chapitres, des d'ailleurs, ils sont remparts sardines. magnifiques. Je Hein? tiens à le dire. Ouais, j'avais lu 2 chapitres en avant-première, ils sont magnifiques. Après, là, comme ça, sur le coup, il y a tellement de choses qui sortent qu'on apprécie. Alors, il y a notre nouvelle collection. Notre nouvelle collection qui s'appelle Oui. Nouvelle Lune, qui va être vraiment tournée sur le féminisme, l'écoféminisme. Et on va rééditer un texte de Françoise Daubonne qui s'appelle Le sexocide des sorcières, qui, bien des années avant Mona Chollet, elle parle justement de cette figure de la sorcière et de ces femmes libres. Il y a ça, et puis je ne sais pas après si vous êtes lecteur d'essais ou de documents, mais nous avons un nouvel ouvrage de Juan Branco qui, je pense, va faire parler encore de lui. Et j'espère que ce sera pour cette fois-ci, ce sera pour le texte et pas pour la personne. On a parlé aussi tout à l'heure de Morgane Cossarieux, que Louise a rencontré. Morgane Cossarieux, elle vient de retravailler son premier texte qui s'appelait Dans les veines et qui s'appelle aujourd'hui Dans tes veines et qui va sortir au mois de mars-avril. Là aussi, on est dans une écriture hors des clous, hors de la norme. Elle va, elle aussi, chercher au fond du tréfonds, on va dire. Et on est sur une histoire vampirique, une superbe histoire vampirique, où là aussi, il faut avoir le cœur bien accroché. Et c'est à lire aussi. C'est marrant parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Je n'avais jamais lu la première version qu'elle avait faite, parce que là, elle a vraiment fait un retravail, une réécriture 10 ans après. Et je me suis régalée, vraiment régalée de cette lecture. On est très loin de Twilight, etc. Là, on y va vraiment, quoi. Voilà, après, il y a nos poches aussi. Il faut penser à nos livres de poche où on réédite effectivement les grandes œuvres des auteurs du diable. Et on a Wendy Delorme qui ressort La mère, la sainte et la putain. Donc ça peut être aussi à relire.
chez nous. Puis après, bon, voilà, il y a plein de titres où on pourrait parler de chacun d'eux, quoi. Merci, Voilà. Nathalie. Et oui, Wendy Delorme, qu'on apprécie particulièrement aussi, qu'on avait déjà reçu et qu'on aime beaucoup. Eh bien, il est temps de vous remercier toutes et tous. Merci Christophe, Marion qui n'est plus là mais qu'on embrasse et Nathalie, bien entendu. Merci, merci Merci à infiniment à vous. tous les trois. Merci Merci. à vous. Au Merci de revoir. votre écoute. À très bientôt. Au revoir tout Salut. le monde. Au revoir. À bientôt. Merci pour la belle rencontre. À bientôt. Merci à toi, Louise. Au revoir.